Bienvenue dans ce webinaire co-organisé par Terre de Lutte et Green Voice et auquel participent aussi plusieurs collectifs en lutte contre des projets polluants et imposés ou des projets de bétonisation et d'artificialisation des sols qui vous seront présentés donc, par ces collectifs au moment où ils interviendront. Ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires co-organisés par différentes organisations écologistes au sens large du terme, qui en tout cas participent à des luttes locales et outillent un petit peu les luttes locales de plein de manières différentes. On a déjà fait plusieurs webinaires sur différents sujets et ce soir, le sujet, c'est donc la mobilisation en ligne. La mobilisation en ligne qui est parfois un petit peu oubliée ou pas forcément toujours très bien maîtrisée, notamment parce que ça demande beaucoup de temps et parfois, bon, il n'y a pas grand monde dans un collectif qui a forcément très envie de passer du temps là-dessus. Il y a aussi des étapes qui sont un peu obligées, qui ne sont pas vraiment de la mobilisation en ligne, qui sont plutôt mais on s'est dit que c'était intéressant d'en parler quand même ce soir, notamment les consultations publiques. Donc, il y a des collectifs qui vous parleront aussi de ça. Et donc, c'est ce type de mobilisation, même si parfois on n'a pas forcément envie d'y passer du temps ou qu'on ne sait pas forcément comment y passer du temps, c'est des outils qui peuvent être très utiles dans une stratégie plus globale dans votre lutte et qui peuvent notamment servir à construire une mobilisation efficace sur le terrain et dans la durée. Donc, ce soir, on va voir en 3 parties. Tout d'abord, les pétitions. Comment est-ce qu'on peut utiliser les pétitions de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible dans vos luttes. Donc ça, c'est Green Voice qui nous en parlera et un collectif aussi qui est présent qui pourra témoigner et puis partager leur expérience et leur connaissance sur le sujet. Ensuite, on parlera plutôt des tribunes, donc qui sont un outil différent des pétitions. Et pareil, on aura un collectif qui sera là pour expliquer comment eux, ils ont utilisé la tribune comme outil dans leur lutte, comme outil de mobilisation. Et enfin, on aura une partie plutôt sur les consultations publiques avec, pour le coup, 2 expériences de collectifs qui ont eu des expériences assez différentes ou qui sont en train d'avoir des expériences assez différentes, assez complémentaires et super intéressantes de la mobilisation. Donc, comme je l'ai déjà dit au début, on va prendre des parties, des temps entre chaque partie pour que vous puissiez poser des questions. Essayez de respecter ces temps-là parce que vous allez voir, le webinaire est très dense et donc il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Donc, c'est bien qu'on se garde un peu des moments d'échange un peu précis. Je vous donnerai la parole quand ce sera le moment. Pour prendre la parole, donc vous pourrez noter votre nom et que vous souhaitez prendre la parole dans le chat ou lever la main, éventuellement la petite main. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Green Voice qui va pouvoir enchaîner sur la première partie de ce webinaire qui va être absolument passionnante. Super, merci beaucoup Enora. Du coup, je vais vous partager mon écran. Ah ben non, effectivement, je ne peux pas le partager. Il faut que tu m'autorises à le partager. Il a indiqué que c'est désactivé. Ouais, j'ai une petite présentation pour discuter avec vous de l'impact que peut avoir une pétition dans le cadre d'une lutte locale. Et du coup, ça va nous aider à en discuter. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Normalement, ça devrait… Ouais, super, c'est bon. Par contre, n'oublie pas de faire rentrer les gens qui sont en salle d'attente, du coup, comme c'est Ouais, toi qui es c'est bon, je l'ai animateur. fait. Il y avait 2 personnes, je crois. Nickel. Donc, j'ai fait rentrer les 2 personnes. Alors après, je ne les verrai pas forcément pendant la présentation. Donc ouais, l'idée c'est de répondre avec vous un peu à une question simple qu'on se pose souvent, hein, mais qui n'est pas forcément si évidente que ça. Et Nora l'a dit, hein, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on doit lutter contre un projet inutile. Et ce qu'on va essayer de voir ensemble, hein, c'est l'impact stratégique que peut avoir une pétition dans le cadre d'une lutte. Alors attends, j'ai des gens qui veulent rentrer, Nora. Ouais, c'est bon, je l'accepte. Du coup, pour vous présenter un peu le sommaire et voir comment on peut aborder la question, l'idée c'est de le voir un peu en 4 temps. C'est de voir la pétition finalement comme un outil qui va permettre de réunir des soutiens et d'augmenter la vitesse de ma lutte. Donc ça, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Le second temps, ça va être de se dire, en fait, la pétition, ce n'est pas uniquement un objet qui va permettre d'attirer énormément de soutien, mais c'est aussi un outil qui va permettre de renforcer ma lutte dans le temps et de construire finalement une forme de résilience et de se servir de la pétition au service d'autres tactiques qui peuvent être nombreuses, hein, vous les connaissez, juridiques, d'action, des tactiques un peu plus classiques. Après, on verra finalement quelques conseils hein, pour arriver à avoir une bonne pétition qui soit vraiment utile et au service de ma lutte. Et finalement, on aura le témoignage d'une lutte locale avec qui on a pu travailler et qui a justement utilisé sa pétition pour rendre visible sa lutte et durer et mobiliser un maximum de personnes dans le temps.
Alors, juste pour vous présenter un peu plus en détail hein, qui je suis, ce que je pense que c'est important, pour vous expliquer un peu quelle est ma démarche et pourquoi je crois qu'aujourd'hui, une pétition peut vraiment être un outil qui est intéressant pour une lutte. Donc, moi, c'est JB, ce que je ne l'ai pas dit, je crois. Donc, je travaille pour Green Voice, qui est en fait une plateforme de pétition qui a été lancée par Greenpeace. Mais avant de travailler à Greenpeace, j'ai commencé mon militantisme dans une ZAD dans le Morvan. C'était une lutte locale contre un projet de méga scierie qui visait à raser une forêt pour faire de l'énergie à partir de la combustion de bois, qui posait un certain nombre de problèmes. Et en étant actif sur cette lutte locale, moi, je me suis occupé justement de lancer une pétition en soutien de cette lutte. Et ça a été pour moi une expérimentation assez forte de ce que pouvait apporter une pétition à une lutte. Donc la pétition, elle a été assez visible. On a récolté un peu plus de 77 000 soutiens et on a pu les utiliser tout au long de la lutte comme une vraie ressource pour obtenir et gagner un certain nombre de batailles pour finalement avoir une victoire finale qui s'est décidée, comme pour pas mal de luttes hein, au niveau juridique, au Conseil d'État. Mais je pourrais en reparler. Donc, je vous le disais, donc aujourd'hui, je m'occupe d'une plateforme de pétition qui me donne l'occasion de croiser pas mal de luttes locales qui ont l'occasion d'utiliser la pétition comme un outil stratégique au service de leur lutte. Donc aujourd'hui, on a lancé ce site greenvoice.fr il y a un peu plus d'un an et demi et aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de 500 pétitions qui ont récolté plus de 500 000 signatures. Et pour vous dire à quel point je crois en la capacité de ce type de mobilisation en ligne à générer de l'impact, j'en ai fait un objet d'étude et aujourd'hui, je fais un doctorat sur le sujet pour essayer d'étudier différentes cas d'études qui montrent que Internet peut être un outil stratégique au service du lutte. Donc voilà un peu pour le contexte un peu général. Donc le premier point, je vous disais, hein, l'objectif, ça va être de voir en quoi la pétition va me permettre de récolter des soutiens et d'augmenter la visibilité de ma lutte. Alors pourquoi je pense que c'est un bon outil pour être plus visible? C'est un bon outil pour être plus visible parce qu'en fait, c'est un outil qui est plébiscité par le grand public. C'est un outil qui est connu et reconnu. Quand on remonte hein, les pétitions, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Le droit de pétition, en fait, il remonte à la Révolution française et exactement à 1791. Donc, c'est un droit qui a été initié et qui est… Ah, j'ai de l'écho. Ouais, donc c'est finalement la pétition, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans l'usage quotidien des gens. Il y a pas mal d'études hein, qui le montrent, notamment il y a un rapport du CREDOC qui a listé un certain nombre d'outils qui permettent la mobilisation politique. Hein. Ça va justement de la manifestation à faire un don, au vote. Et en fait, la pétition, on se rend compte que c'est vraiment le premier acte citoyen le plus simple à accomplir pour quelqu'un. Partant de ce constat-là, en fait, on se rend compte que c'est un bon outil si on veut aller vers des gens qui ne sont pas forcément des militants ou qui auraient envie d'agir près de chez eux, mais qui ne savent pas forcément comment le faire. Et signer une pétition, pour eux, ça va être l'occasion de mettre un premier pas dans une lutte sans forcément avoir besoin d'avoir un acte qui est très engageant. Donc ça va être le premier avantage, hein, c'est finalement de toucher des publics qui vont être potentiellement un peu éloignés géographiquement, qui ne vont pas pouvoir faire la démarche d'aller directement sur un lieu de lutte, mais aussi des personnes qui sont un peu moins militantes, mais qui pourraient être intéressées par rejoindre une lutte locale. Donc l'autre point fort aujourd'hui, hein, c'est un peu le renouveau de la pétition, c'est qu'aujourd'hui, ces pétitions en ligne, finalement, elles circulent aussi largement. Et ça va avec l'idée de dire, cette première forme d'engagement qui est la signature, elle passe aussi par ces chaînes de partage auxquelles peut donner lieu une pétition. Hein. On le voit sur les réseaux sociaux, ça circule hyper facilement. Et donc, c'est un bon outil pour récolter facilement des soutiens. Donc, tout le point d'avoir une pétition finalement associée à une lutte locale, c'est de se dire qu'une pétition, ça peut vraiment servir de point de départ à une mobilisation citoyenne élargie. Et c'est vraiment une entrée assez facile pour quelqu'un qui n'aurait pas eu connaissance de la lutte directement, pouvoir se rendre sur place et qui va pouvoir avoir une première connaissance du problème. Donc, au-delà d'un outil qui est un outil de publicité, hein, c'est un outil qui va pouvoir du coup générer de la visibilité. Et ça, quand on est vraiment ancré dans une lutte, on a parfois du mal à se rendre compte que d'autres personnes n'ont pas conscience de la gravité d'un problème. Et une pétition, en ayant un grand nombre de personnes qui la rejoignent, ça va permettre vraiment de rendre visible ce problème à un grand
un grand nombre de personnes. Finalement, c'est un très bon test pour des personnes qui sont en lutte, hein, de voir si leur lutte a une capacité d'adhésion qui est importante. Et plus vous allez avoir de l'adhésion, notamment via cette pétition-là, plus le problème que vous dénoncez, il va être prégnant et il va nécessiter, ou en tout cas obliger une réponse des décideurs qui sont en capacité de prendre une décision. Maritime, une camionnette transportant des migrants a forcé un barrage de policiers. Est-ce que les personnes qui ne parlent pas et qui font du bruit peuvent couper leur micro, s'il vous plaît? Et ses deux acolytes ont pris On entend la radio, par exemple. Le scarabée japonais aux portes du pays, cet insecte ravageur qui représente une menace pour des centaines Tu peux peut-être couper. Ouais, alors je ne sais pas lequel c'est. Il y a Liliane, Christiane, vos micros ont été allumés. Voilà, ouais. C'est coupé. Super. Ok. Merci. Ok, donc je continue. Donc l'idée c'est de se dire, en fait finalement récolter un grand nombre de signataires, c'est important parce que ça crée du rapport de force sur le plan de la visibilité. Et au final, ça a deux aspects très importants. Ça va renforcer l'intérêt des médias, donc des médias qui se rendent compte qu'il y a un sujet montant, notamment sur de la presse locale régionale au début. S'ils se rendent compte qu'il y a une pétition qui commence à monter autour d'une lutte locale, ils se disent bah, là, en fait, il y a un vrai enjeu d'information plus global. Et pour eux, ça va, notamment si un journaliste veut s'emparer du sujet, ça va légitimer auprès de sa rédaction à se dire bah, tiens, là, il y a un truc à faire, il y a des gens qui s'y intéressent, je vais faire un article sur le sujet. Également dans le même temps, donc c'est un peu l'effet boule de neige, hein. Plus vous allez avoir de signatures, plus des médias vont s'y intéresser et plus ça va mettre la pression sur les décideurs. Il faut être, notamment sur des logiques de lutte locale, hein, les décideurs politiques qui sont au pouvoir ont des enjeux de réélection qui sont importants et même si on vit une crise démocratique et ce n'est pas toujours évident de se faire entendre, ça va être de plus en plus dur pour eux de balayer d'un revers de la main une pétition et une lutte qui réussit à engranger un grand nombre de soutiens. Donc, récolter des signataires, c'est un vrai enjeu sur ce plan-là, hein, finalement, qui est de mettre à l'agenda politique une lutte qui va réussir à fédérer un grand nombre de personnes. La question qui se pose et peut-être la raison pour laquelle on est parfois un peu frileux à se lancer dans une pétition quand on mène une lutte locale, hein, c'est la question de savoir est-ce que je vais être en capacité de réussir à réunir un nombre de soutiens qui est suffisant. Alors, par rapport à ça, il ne faut pas trop se mettre la pression. Nous, le conseil qu'on donne, hein, ça dépend vraiment de l'échelle du problème que vous soulevez. Donc, il y a des luttes qui vont avoir une capacité à rentrer dans un écho qui est vraiment national, mais il y a aussi des luttes qui jouent vraiment à une échelle plus locale, plus régionale ou départementale. Et donc, à ces niveaux-là, il n'est pas nécessaire de récolter des dizaines de milliers de signatures, mais on peut, à partir de quelques milliers de signatures, avoir un impact vraiment significatif. Donc, on pourra peut-être en parler tout à l'heure avec le collectif Carrière de Mazoc qui pourra en témoigner. Nous, le conseil qu'on donne, hein, c'est vraiment d'avoir un objectif réaliste et qui va vraiment dépendre, donc je le disais, hein, de l'échelle à laquelle vous agissez. On se rencontre au final sur les différentes luttes qui ont pu lancer une pétition, qu'il faut à peu près récolter 1% de la population qui est concernée par l'enjeu du problème pour commencer à avoir de l'impact. Donc, vous voyez bien ce 1%, hein, ça peut être au final quelques dizaines de personnes seulement si on se place à l'échelle d'un village, et au contraire, plusieurs milliers de personnes si on se place à l'échelle d'une ville, ou plusieurs dizaines de milliers si on se place à l'échelle d'un département ou d'une région. Donc cette question de visibilité, il ne faut pas en avoir peur. Ça peut vraiment créer du rapport de force, mais il faut l'ancrer dans une perspective réaliste, hein, qui est celle de l'échelle de la lutte dans laquelle vous êtes. Donc, cette question de la visibilité, c'est l'enjeu majeur quand vous allez lancer une pétition, et on va le voir. Il y a quelques petits conseils que je vais pouvoir vous donner, mais ça, on va plutôt le voir dans une troisième partie. Et au-delà de la visibilité que ça va pouvoir vous donner, ce que je pense important de bien se rendre compte, c'est que cette pétition, ce n'est pas uniquement un coup de communication. Ce n'est pas uniquement créer du rapport de force dès le début, dès son lancement. Donc, en général, une pétition, l'effet de boule de neige, il va assez vite. Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir une pétition qui va servir d'un outil pour renforcer la résilience de ma lutte.
donc de votre lutte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement renforcer la résilience? C'est en fait une pétition, elle est clairement pas suffisante à faire plier un décisionnaire et obtenir victoire. Vous le savez, hein, quand vous luttez, il y a différentes tactiques que vous allez mettre en place, donc différentes actions. Ça va des actions de terrain, qui sont des actions des désobéissances civiles, à des actions juridiques, à des actions de sensibilisation. Donc, un certain nombre d'actions que vous allez pouvoir mener, et ces actions, en fait, elles vont se dérouler dans le temps long. On le voit, hein, une lutte, elle ne se gagne pas. Alors, ça peut arriver, mais elle se gagne rarement en 2-3 mois, mais c'est un travail de longue haleine. Et en fait, la pétition, elle va vous aider à tenir dans la durée. Elle va vous tenir à tenir dans la durée parce qu'en fait, vous allez pouvoir solliciter vos soutiens pour leur proposer de rejoindre les actions et les mobilisations que vous souhaitez mener en soutien de votre lutte. Donc finalement, l'idée de la pétition, hein, c'est de le voir comme un outil sur le long terme qui va vous servir de QG en ligne. Vous avez un réservoir de soutien et tout l'enjeu pour vous, ça va être de transformer ces signataires finalement en soutien actif qui vont pouvoir se mobiliser à différents moments de votre lutte. Et ça, c'est un peu la révolution qu'a introduit la pétition avec la fonctionnalité qui est rattachée à une pétition, qui est celle de l'email au signataire. Donc, toute personne en fait, qui signe une pétition, et ça, c'est valable pour les principaux sites de pétition, et en tout cas, c'est valable pour Green Voice. Si une personne accepte de recevoir des informations de votre part, vous allez pouvoir la recontacter hyper simplement. Vous avez accès sur l'interface des plateformes à un outil d'emailing qui va vous permettre d'avoir un contact direct avec les personnes qui ont signé votre pétition. Et ça va vous donner une grande capacité de réactivité et une capacité à mobiliser assez simplement ces soutiens-là et leur proposer des actions. Donc, toute l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, en fait, les signataires, ce n'est pas uniquement une fonction utilitaire de visibilité, mais non, ça a une vraie fonction de ressources supplémentaires que je vais pouvoir solliciter en fonction de mes besoins. Donc, c'est vraiment à vous d'évaluer ces besoins-là et ces besoins, ils vont évoluer en fonction des différents moments, des différentes actualités que vous allez avoir. Donc, je le disais, hein, l'enjeu, donc transformer les signataires en soutien actif. Et si j'ai quelques petits conseils par rapport à ça, pour réussir à faire cette transformation, c'est d'informer régulièrement. Donc, finalement, c'est de proposer, ça peut être toutes les 2 semaines, un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine, ces derniers temps sur la lutte, quels sont les enjeux à venir. Et en lien avec ça, c'est aussi orienter à chaque fois les emails que vous allez envoyer vers une proposition d'action. Donc, ça peut être une proposition d'action en ligne. Donc, on en parlera avec d'autres intervenants, hein, mais pour beaucoup d'entre vous, soit vous menez des consultations publiques, vous allez pouvoir aussi faire des tribunes que vous allez vouloir faire signer. Vous allez peut-être avoir des enjeux qui sont des enjeux de dons. Donc, par exemple, et ça a été le cas pour pas mal de luttes qu'on accompagne, vous avez des besoins de frais juridiques et en fait, donc d'envoyer un email aux gens qui ont signé pour leur demander de faire un don, c'est des choses qu'on voit régulièrement et qui marchent très bien. Et ça va être au-delà de ces actions en ligne. Donc, quand vous informez, proposez une action en ligne, ça peut être aussi proposer des actions qui sont des actions hors ligne qui vont en fait viser à proposer peut-être des actions qui sont plus des actions de terrain sur le lieu de votre lutte, donc participer à un événement. Ça peut être aussi de demander à médiatiser la lutte ailleurs, donc dans d'autres espaces géographiques. Donc, je ne sais pas, par exemple, d'organiser une projection ou organiser un débat public dans un autre endroit. Ou ça peut être de demander aux gens, on a besoin de ressources pour participer à un tractage sur un marché, et donc on sollicite les gens pour y participer. Donc d'ailleurs, j'ajoute de même à cette fonction, à cette fonctionnalité d'email, hein, nous sur Green Voice aussi, on a une fonctionnalité événement qui permet aussi, si vous avez des événements, vous l'organisez en lien avec votre pétition, de la pétition, vous pouvez créer ces événements-là où les gens s'inscrivent et reçoivent ensuite des notifications pour leur rappeler que l'événement va avoir lieu. Mais ça, on pourra peut-être en revenir un peu plus en détail. Donc, quelques petits conseils pour arriver justement à faire de cette pétition un outil vraiment utile et fructueux pour votre lutte. Donc ça, je vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps. Mais j'ai retenu un peu 3 essentiels qui sont un peu les choses auxquelles on doit penser si on souhaite lancer une pétition en soutien à sa lutte. Donc, la première chose hyper importante à ne pas négliger, c'est vraiment prendre le temps de rédiger son texte de pétition. En fait, c'est un temps important parce que c'est un temps qui doit vous permettre de bien clarifier
quels sont les enjeux que vous voulez mettre en avant, le problème que vous voulez mettre en avant et la solution que vous souhaitez valoriser. Avoir un texte qui est un texte clair, percutant, c'est hyper important parce que malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel l'intention est assez limitée, où il y a beaucoup de bruit, et intéresser les gens, c'est pas facile. Donc, l'idée d'être percutant sur un texte qui va être simple à comprendre, c'est hyper important. Donc, pour ça, hein, quelques petits conseils que nous, on donne en général, hein, c'est votre pétition, elle doit être courte, elle doit tenir sur une page maximum A4. Le titre est hyper important. Le titre, il faut que ce soit un titre qui soit l'équivalent un peu d'un slogan, qui puisse être facilement compréhensible. Donc pour ça, toujours le conseil, hein, c'est de le tester un maximum et faire un petit travail de réflexion en groupe pour essayer de trouver le titre qui va pouvoir être vraiment accrocheur. Et aussi le visuel. On se rend compte que c'est la première chose qui va accrocher l'œil quand on est en ligne. C'est un visuel qui va percuter et qui va finalement donner envie de cliquer pour en savoir plus. Donc, pour ça, je vous le dirais, on a rédigé un petit guide, hein, qui renvoie un peu sur ces éléments et on pourra en reparler. Alors, mon second conseil, c'est un peu peut-être aussi le nerf de la guerre, c'est finalement comment on fait en sorte de recueillir un maximum de soutien et comment finalement on diffuse une pétition. Donc pour ça, je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail, mais il y a un principe qui est celui du principe des cercles concentriques. C'est finalement de se dire, bah, en fait, je ne vais pas atteindre du jour au lendemain 10 000 personnes. En fait, ça se fait par étapes. Et je reviens encore un peu à l'idée de créer un effet boule de neige. Et l'idée par rapport à ça, c'est vraiment de commencer par les personnes qui sont les plus proches de moi. Donc, ça va être les gens qui luttent avec moi et finalement leur entourage assez proche, qui vont être les personnes avec qui on a des contacts directs, avec qui on va pouvoir prendre le temps d'expliquer pourquoi c'est important et pourquoi c'est important de signer. Donc ça, c'est le premier cercle qui va vous aider peut-être à monter sur une pétition à quelques centaines de signatures. Et ça va être hyper important pour ensuite aller solliciter des acteurs qui sont ce qu'on appelle les acteurs alliés potentiels, qui sont des acteurs que vous connaissez sur votre territoire, qui sont des acteurs qui travaillent dans des organisations qui sont des organisations qui sont sensibles à la thématique que vous défendez et qui ont des outils de communication qui vont leur permettre de relayer votre pétition. Donc ça, c'est le deuxième cercle qui va normalement vous permettre d'atteindre peut-être plusieurs milliers de personnes. Et après, il y a tout le travail, hein, ce qu'on peut définir les personnes plus attentistes, hein. L'idée, ça va être de définir un peu un public prioritaire, donc un public qui va être particulièrement sensible au sujet que vous portez. Alors, je peux avoir, par exemple, hein, sur la question de la construction d'un échangeur autoroutier, on sait que la question de la pollution de l'air, ça peut être, donc ça peut être des questions dont les personnes ont des enfants, sont assez sensibles. Donc, s'il y a une école à proximité ou donc voilà, cibler des parents qui sont sensibles à ces questions-là, ça peut se dire, en fait, je vais cibler ce groupe de personnes qui pourraient potentiellement être plus intéressées par la question que je soulève. Donc, ça, on a aussi un guide, et j'y reviendrai, hein, qui essaye de revenir un peu en détail sur comment on construit dans la durée cette trajectoire. Et finalement, le dernier conseil, qui est peut-être le plus important, c'est de vraiment, dans le cadre de ma lutte, de créer un groupe de travail qui est dédié à la pétition. En fait, c'est un peu tout ce que j'essaie de vous présenter, c'est de se dire que ce groupe de travail, il est suffisamment, cette pétition, c'est suffisamment un outil stratégique important qui doit avoir un petit groupe de travail qui est dédié. Donc, ça peut être un groupe de travail de 2 ou 3 personnes. On se rend compte que quand on lance une pétition, il y a pas mal de choses à faire, à mettre en place. Donc, ouais, ça peut être assez chronophage, mais ça en vaut la peine. Donc, j'espère que j'aurai su vous montrer et on pourra en discuter tout à l'heure. Mais avoir des personnes qui ont des compétences, notamment en termes de communication, qui se sentent à l'aise avec les réseaux sociaux. Par exemple, moi, c'était mon cas quand je suis arrivé donc, sur cette lutte dans le Morvan où j'avais une vingtaine d'années et à l'époque, on m'a dit tiens, toi, tu vois comment ça marche un peu les réseaux sociaux, tu vas t'en occuper. Et finalement, j'ai recruté 2-3 potes à moi qui m'ont aidé. Et donc, ça peut fonctionner comme ça. Par rapport à ces conseils, nous, du coup, c'est un peu pour terminer, on propose un accompagnement. Donc, si vous avez des projets de pétition, n'hésitez pas à nous recontacter. Pardon. On vous enverra la pétition. On a une équipe justement de 4 personnes qui essayent d'accompagner un maximum de collectifs et on fournit des conseils à différents moments.
En parallèle de ça, on propose un guide qui revient un peu sur tout ce que je vous ai dit et le revient en détail avec cette méthodologie. Et on a aussi, depuis peu, nous, on a des gens qui nous ont sollicité. Donc, on a de plus en plus de gens qui ont signé des pétitions et avec qui on a des contacts réguliers, qui sont prêts à aider, à donner un coup de main, donc qui ont des compétences, mais qui n'ont pas forcément de lutte locale près de chez eux ou qui n'ont pas trouvé l'occasion de se mobiliser, notamment des compétences en communication, en graphisme, donc qui sont prêts à aider sur des luttes et avec qui on peut vous mettre en relation justement pour intégrer un groupe de travail qui voudrait agir avec vous. Oui, et terminé, c'est juste pour vous donner envie, de vous donner de l'espoir, montrer que ça marche. On a eu pas mal de luttes locales qui sont lancées dernièrement et qui ont eu des pétitions qui ont été victorieuses. Donc, je le disais, la pétition n'est que l'une des tactiques d'une lutte locale, mais elle l'accompagne dans la durée. Et donc, ces pétitions, elles ont joué un rôle important, mais elles ont surtout accompagné le déclinement d'autres actions qui sont clés. On va pouvoir en parler aussi par la suite, mais ça va voilà, il y avait un projet de lac artificiel pour un parc surf d'un projet d'art artificiel sur un lac, à des constructions d'extension d'aéroports ou même d'aéroports à différents endroits en France, ou des projets de privatisation et de destruction de sites importants comme le site de Grignon qui héberge une école d'agronomie. Donc des projets, juste pour vous donner quelques exemples de projets qu'on a eu. Mais en fait, on va voir un projet qui va nous expliquer un peu plus en détail la manière dont il a pu utiliser sa pétition. Donc je vais laisser la parole au collectif anticarrière de Mazog, qui se situe dans le Var. Donc là, je vous montre leur page de pétition qui a recueilli un peu plus de 8000 soutiens. Et donc, je leur laisse la parole et j'espère que je n'ai pas été trop long. Bon, merci JB, bonjour à tous. Donc, je fais partie du collectif anti-carrière de Mazog, pas du tout de Green Voice. Je ne sais plus si c'est Green Voice qui nous avait contactés pour nous proposer la possibilité de créer une pétition. Au départ, on avait créé une pétition un peu sans vouloir faire de la pub pour les concurrents, sur le site le plus connu qui est JB, peut-être que tu l'as en tête. Change.org, non? Oui, voilà, sur change.org. Et en fait, cette pétition-là offrait beaucoup moins de possibilités. Ce site offrait beaucoup moins de possibilités que Green Voice. C'était beaucoup plus compliqué pour pouvoir envoyer des messages aux signataires, etc. Et donc, on a coupé court à cette pétition sur change.org pour prendre plutôt avec Green Voice. Et depuis, effectivement, on l'utilise énormément. Alors, juste pour présenter la lutte, notre lutte rapidement, c'est dans le Var, c'est à Mazog, c'est une petite commune de 800 habitants, sur laquelle il y a un projet de carrière qui a été validé par le préfet, mais qui présente 4 grands problèmes principaux. Le premier, c'est que ce projet de carrière se trouve pile au-dessus de la plus grande réserve d'eau potable du Var et qui alimente un bon million d'habitants. 400 000 habitants environ du Var, cette réserve d'eau souterraine. Elle est bien entendu mise en danger donc par ce projet de carrière, parce qu'il y a notamment aussi, ça a été mis en avant par des bureaux d'études indépendants, un risque d'effondrement généralisé. Donc le risque, c'est que les engins tombent dans cette réserve d'eau. Le second scandale, on va dire, lié à cette carrière, c'est qu'elle se crée sur un site Natura 2000, dans un cœur de parc naturel régional, celui de la Sainte-Baume, et qu'on y trouve énormément d'espèces protégées, dont des espèces extrêmement rares, à savoir certaines espèces de chiroptères, qui ont des noms assez barbares, le rhinolophe rial, le murin de Capatini, etc., et qui normalement devraient empêcher la présence de ces espèces-là, impose premièrement que le carrier demande à avoir des dérogations pour pouvoir les détruire tranquillement, et normalement, ces demandes-là devraient être refusées. Mais là, non seulement elles n'ont pas été refusées, mais on n'a même pas demandé au carrier qu'il fasse ces demandes-là de dérogation de destruction d'espèces protégées. Donc, c'est une carrière qui se crée en toute illégalité sous le couvert de la préfecture du Var. Donc, deuxième souci, c'est un souci écologique, après le souci lié à l'eau.
Troisième souci, c'est qu'on se trouve à quelques centaines de mètres d'une usine de création d'explosifs, classée Seveso 2, donc au même titre que Lubrizol ou AZF, et qui stocke les mêmes matériaux qui ont explosé à Beyrouth il y a quelques années. Là, je n'ai plus en tête le nom des matériaux, de l'ammoniac, peut-être l'ammonium, voilà, du nitrate d'ammonium. Voilà. Et on est tellement près qu'on est à l'intérieur même du cercle, normalement, dans lequel il y a un cercle autour, un PPRT, un périmètre de protection rapproché des risques technologiques, dans lequel, normalement, on ne peut pas construire de carrière, ni même de maison, etc. Et bien sûr, le cercle n'est pas rond. Le cercle fait un décroché, et dans ce décroché-là, s'implante, comme par hasard, la carrière quelques années plus tard. Et dernier scandale lié à cette carrière, c'est que tous les maires de la communauté d'Aglo, tous les maires du parc de la Sainte-Baume ont voté à l'unanimité contre la présence de cette carrière-là, et elle est malgré tout imposée aux habitants, aux citoyens et aux élus également. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation de notre lutte. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Comment la pétition, donc, elle nous a aidé. Cette lutte, elle a démarré il y a déjà une quinzaine d'années, mais on n'a jamais réussi à dépasser, à faire connaître cette lutte au-delà. Ça fait 15 ans donc, que le carrier essaye de faire sa carrière et qu'il n'y arrive pas grâce à notre lutte. Mais on n'a jamais réussi à dépasser réellement le stade de Mazog qui fait 800 habitants et de la commune voisine de Tourves qui fait 5000 habitants. Et c'est vraiment à partir du moment où on a pu lancer cette pétition et où on a dû aussi faire quand même un gros travail de diffusion, principalement sur les réseaux sociaux. Il semblerait que ça soit ce qui fonctionne le mieux je lis les messages en même temps. Nitrate d'ammonium pour Beyrouth. Oui, c'est ça. Merci. Du coup, grâce à la pétition, pour rejoindre ce que disait JB, effectivement, les journalistes ont pu voir que c'était un sujet qui intéressait parce que lorsqu'on a lancé la pétition, à Mazog, il y avait 800 habitants et très vite, on avait déjà 900 signatures. Donc, les journalistes ont pu voir que ça dépassait ça dépassait largement un problème micro-local, mais que c'était vraiment un problème plus large. Et ensuite, que dire d'important par rapport à cette pétition? Alors, je ne sais pas si on peut partager mon écran. Je clique sur « Demander ». Ouais, Enora va peut-être pouvoir te laisser partager l'écran. Enora, si tu peux ou pas? Ça y est. Alors oui, je te donne l'animation. Il faudra que tu me la rendes après, que je puisse reprendre la main sur les différents trucs. Alors attends, je te cherche. Voilà. Collectif anti-carrière. Ah oui. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Est-ce que là, du coup, vous voyez une partie de la pétition? Alors, pas encore. Ouais, non, Jonathan, on ne voit pas ton écran. Ah, je reclique sur partager, attendez. Ah, on dirait que là, ça marche. Et alors, où est-ce que je dois aller? Non, ça va bientôt marcher. Sauf que je ne trouve pas. Ah, voilà, ça doit être ça. Est-ce que ce coup-ci, on est bon? Ouais, c'est tout. Ouais. OK. Donc, nous, ce qui est pour nous l'important dans cette pétition, outre le fait que, bien sûr, ça montre aux élus, s'il y avait besoin encore, ça montre aux journalistes l'importance qu'accordent les citoyens à un combat. C'est cet onglet-là que j'entoure avec ma flèche de souris. Alors, nous, on avait demandé à Green Voice que cette case soit déjà précochée pour que toutes les personnes qui signent la pétition soient ensuite tenues directement au courant des prochaines actions collectives du collectif. Malheureusement, apparemment, pour des raisons de droit sur la propriété privée ou je ne me rappelle plus exactement le terme, ça ne peut pas être précoché, mais voilà, il y a cette case-là qui est importante. Si jamais elle n'est pas sur votre pétition, nous, on vous conseille de demander à Green Voice de la rajouter. Je ne sais pas si maintenant elle y est automatiquement, cette case. Au départ, je crois qu'elle n'y était pas.
Et du coup, lorsque les personnes qui acceptent de cocher, alors donc sur les 8000 signataires, on a à peu près 7800 personnes qui ont accepté de cocher cette case. Hein, donc 90% des gens acceptent d'être tenus ensuite au courant. Et ensuite, et maintenant qu'on sait que donc il y a à peu près, pour l'instant, et ça augmente tous les jours, 7000 personnes qui peuvent recevoir des mails, et bien on a décidé de tenir informés de tous les moments importants. Et en priorité, lorsqu'on organisait des manifestations, justement pour rassembler le plus de monde possible sur nos événements, que ce soit des manifestations revendicatives classiques ou des événements plus festifs. Et elle nous a également permis de récolter énormément de fonds parce qu'il y a une grosse partie de notre combat qui se passe sur le plan juridique, pour ne pas dire 90% du combat se place sur le plan juridique. Et donc, on a pu récolter vous voyez encore là mon écran, sauf que ça… Oui, là, c'est bon, on voit bien la question. Ouais. Voilà, là, c'est les fameuses cagnottes qui ont pu être remplies principalement grâce à ces envois de mails où on expliquait bien pourquoi on avait besoin d'argent, comment cet argent allait être utilisé et donc ceux qui désiraient faire des dons, qui n'hésitent pas. Après, voilà, peut-être au moment de cette cagnotte-là, on avait peut-être 6000 signataires. Il y a eu 388 contributeurs, donc ça reste un faible pourcentage, peut-être 10%. Mais néanmoins, ça a permis, et on a été étonné d'arriver à récolter autant d'argent. Et encore une fois, principalement grâce à cette pétition qui nous permet de relancer les gens à plusieurs reprises. Il nous manque encore quelques euros. S'il vous plaît, essayez de faire un don. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à aborder pour vous? Écoute, moi, je trouve ça chouette. Peut-être tu peux parler, ouais. Non, mais je sais pas, peut-être que les gens auront des questions, peut-être on avance, Anora, mais en tout cas, je trouve que tu as bien montré ouais, l'idée de garder le contact avec les gens. Moi, j'ai peut-être une question pour toi. Est-ce que du coup, il y a des gens qui sont aussi devenus militants hyper actifs, que vous avez, tu vois, via la pétition, qui vous ont joint et oui, effectivement, tout à fait. Alors, nous, on avait notre seule stratégie juridique qu'on avait, c'était d'aller voir les avocats et leur demander des conseils. Donc, déjà, de demander des conseils des avocats, c'est déjà 100 € le rendez-vous, et parfois. Et la plupart des avocats nous disaient, non, mais là, il n'y a plus rien à faire. Vous avez perdu tel procès. Maintenant, tout est fini. Et puis, un beau jour, grâce à cette pétition-là, on a été contacté par un juriste qui, lui, en fait, nous a montré qu'il y avait encore une palanquée de possibilités. On pouvait attaquer encore en faisant des référés civils, des référés liberté, des plaintes pénales. Et voilà, ça nous a permis de rencontrer des personnes qui nous ont enrichis dans notre lutte. Trop bien. Franchement, c'est ouais, un peu l'effet du réseau, de se connecter à d'autres personnes et ouais, d'élargir son champ de vision et d'avoir des bons conseils. C'est un super témoignage. Ah oui, Elodie me fait penser dans les messages, en plus des manifestations, qui bien sûr a permis, la pétition a logiquement permis d'en amener beaucoup plus. On a aussi organisé des prospections naturalistes sur le site de la Carrière pour trouver encore d'autres espèces protégées. Et donc, alors après, bien sûr, lorsqu'on fait des prospections naturalistes, on ne peut pas emmener 1000 personnes parce que sinon, forcément, on ne voit rien du tout. Tous les animaux se cachent et les plantes sont écrasées et pas découvertes. Donc, on limitait à 15 personnes le nombre de personnes nous accompagnant lors de ces prospections naturalistes, et à chaque fois on avait le nombre. Et pour faire une petite comparaison, il y avait aussi le PNR qui organisait juste à côté des sorties naturalistes, et eux ils se retrouvaient qu'à 3 ou 4. Donc voilà, on était fiers de nous voilà, de pouvoir faire mieux que le PNR. Trop bien, bravo. Alors, tu aurais une liste de ces pistes, je suppose c'est les pistes juridiques, c'est ça? C'est SBSEG qui demande.
Peut-être du coup, Enora, on peut peut-être ouvrir le temps de questions et si SBSEG veut préciser, comme ça. Oui, Ouais, carrément, on peut ouvrir le premier temps de questions. Je fais juste un petit point technique. Est-ce que tu veux bien me redonner l'animation parce qu'il y a des gens qui sont en… Je l'ai fait normalement. Ah, J'ai cliqué sur arrêter le partage. non, alors ça, du coup, Non. c'est le partage d'écran, mais il faut que tu puisses me redonner, en fait, sur la liste des participants, sur la droite, il faut que tu ailles à côté de mon nom, Enora, et que tu cliques sur le petit plus, enfin, sur le mot plus, et là, normalement, ah bah attends, normalement, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ça va. Fin du point technique. Donc voilà, c'est le moment. Si vous avez des questions, donc il y a déjà oui, SBSEG qui a posé une question dans le chat. Il y a une deuxième question dans le chat qui s'adresse du coup à JB. Alors, est-ce que SBSEG, tu veux bien préciser? Oui, c'est ça, c'est bien les pistes juridiques. Donc peut-être vous pouvez lui répondre et puis répondre aussi à Cryptine sur la deuxième question. Et ensuite, les autres personnes, si vous avez des questions, c'est bien de les mettre dans le chat, mais vous pouvez aussi prendre la parole si vous voulez, une fois qu'il y aura eu les premières réponses. Ok, alors pour répondre à la première question, il faut déjà, chaque cas de figure est différent, hein. Nous, on est dans le cas de figure où non seulement il y a des espèces protégées sur le site, avoir des chênes ou des pins, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et en plus, ces espèces protégées-là ont été vues et on a également payé des bureaux d'études pour qu'ils viennent de manière officielle annoncer la présence de ces espèces protégées-là sur le site, géolocalisées. Et en plus, donc, troisième point, il faut que ces espèces protégées n'aient pas obtenu de dérogation par la préfecture pour être détruites par le projet. Et dans ce cas-là, si vous êtes vous aussi dans ce cas de figure-là, eh bien, on peut faire une plainte pénale une fois que les travaux ont commencé parce que ça sous-entend qu'il a détruit ces espèces. Nous, il y a par exemple le Psamodrome d'Edwards, qui est le plus petit, je crois, un des plus petits lézards de France, voire d'Europe, qui mesure quelques centimètres. Forcément, lorsqu'il y a une mini-pelle qui va décaper, une grosse pelle qui va décaper un hectare de rochers là où il se cache normalement lorsqu'il y a un danger, on peut facilement se dire qu'il a détruit des espèces protégées. Pas la peine de trouver de cadavres de Psamodrome pour en avoir… pour en être persuadé. Bon, après, le juge, lui, il ne voit pas les choses pareilles. Mais bon, en tout cas, on peut déposer une plainte pénale là-dessus. On peut déposer un référé civil sur toujours le même problème, l'absence de prise en compte de la présence d'espèces protégées. On peut faire un référé liberté pareil. Et ce n'est pas parce qu'on a fait l'un qu'on ne peut pas faire l'autre. Après, effectivement, l'avocat du carrier, à chaque fois, il dit, regardez, ça a déjà été jugé dans le référé civil. Maintenant, ils nous refont le même avec le référé liberté. C'est un des arguments du carrier, mais le juge, pour lui, il ne relève pas cet argument-là. À chaque fois, on se fait retoquer, en fait, parce que c'est là un peu où il y a un souci pour nous. C'est à chaque fois, le juge nous dit on est incompétent pour juger cette affaire-là, allez sur le juge administratif. On va voir le juge administratif, il nous dit pareil, on n'est pas compétent, allez voir le précédent. Tout le monde se renvoie la balle et donc, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver la faille, mais on est encore en litige, on a encore des litiges en cours. Et voilà, sachant qu'au départ, lorsqu'il y a un projet d'une EPCI qui est autorisée, donc une grosse industrie qui doit s'implanter quelque part, ça demande l'autorisation préfectorale. Et donc, ce qui avait été fait au début, c'est attaquer l'autorisation préfectorale. Donc, c'est le juge administratif qu'il faut voir dans ces cas-là. Mais je ne me rappelle plus le nom exact, comment ça s'appelait au départ. Voilà, j'espère à peu près avoir répondu. Ouais, j'ajoute que c'était super intéressant. Essayons de nous circonscrire à des questions sur la mobilisation en ligne. Mais par contre, franchement, c'était très intéressant. Et si jamais il y a d'autres personnes qui ont des questions sur ces sujets-là, on vous renvoie aussi sur le site luttlocal.fr sur lequel vous pouvez trouver plein de ressources juridiques. Là, tu as abordé plein de trucs, mais il y a pas mal de guides qui ont été édités, notamment par Notre Affaire à tous, aussi par d'autres organisations, et qui permettent de savoir quel recours faire, à quel moment, devant quelle autorité, etc. etc. Et je laisse JB répondre. Il y a une deuxième question dans le chat. À la question très pertinente de Cryptine. En effet, hein, c'est le risque du succès des pétitions, c'est aussi leur banalisation et d'en avoir beaucoup qui circulent. Et en fait, c'est aussi un peu l'enjeu qu'il y a derrière, hein, c'est de réussir à avoir
des pétitions qui soient qualitatives. Et c'est pour ça que nous, on pense que c'était important de créer vraiment une plateforme qui soit dédiée à l'écologie et qui soit aussi une plateforme qui soit, on va dire, orientée en termes de valeurs. Aujourd'hui, vous avez des grandes plateformes du type, justement, je vous entends parler de change.org ou Mes Opinions, en fait, qui sont des plateformes un peu fourre-tout, où il y a toutes les opinions qui se rencontrent, donc à la fois des opinions et toutes les valeurs qui peuvent être opposées, qui sont sur la même plateforme. Il y a un peu de tout et nous, tout le pari qu'on a voulu faire, c'est d'avoir une plateforme qui soit une plateforme qualitative, qui regroupe des pétitions qui soient liées vraiment à des enjeux écologiques clés, qu'on puisse accompagner de la meilleure des façons les personnes, les collectifs qui ont des choses à dire. On est noyé ensuite d'emails, nous, on essaye d'avoir une approche aussi plus qualitative. Et pour vous dire, par rapport à ça, on envoie tous les mois un email, une newsletter. On a une communauté aujourd'hui d'un peu plus de 200 000 personnes qui reçoivent nos emails. Et en fait, on leur met de 3 à 5 pétitions qui sont vraiment les pétitions importantes, qui sont toutes des bonnes pétitions avec qui on a pu travailler les textes et vérifier un certain nombre d'informations. Donc, effectivement, c'est le vrai enjeu et j'espère qu'avec la plateforme que justement on a pu monter, avoir cette capacité à héberger et accompagner des collectifs qui font vraiment sens et avec qui on peut aider à faire des choses qui ont du sens. Merci beaucoup. Il y avait Alain qui levait la main, mais j'ai vu que tu as baissé la main. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie qui va être complémentaire, dans laquelle on va parler justement d'un autre type d'outil de mobilisation en ligne qui n'est autre que la tribune. Donc, qui est un outil différent de la pétition. Là, vous avez eu plein d'éléments sur les pétitions pour faire les meilleures pétitions possibles. Et maintenant, on va parler des tribunes qui servent des objectifs un peu différents. C'est Victor, donc de Terre de Lutte, qui va vous en parler. Et j'ai vu que Marie et Claire, donc non, juste Marie du Jardin des Vêtes sont arrivées aussi. Et donc, le Jardin des Vêtes qui a récemment publié une tribune et qui vous donnera un peu son expérience de l'utilisation de cet outil-là. Et merci beaucoup à Green Voice, merci beaucoup au collectif anti-carrière de Mazog. Et puis, de toute façon, on reste ensemble. Donc, si jamais vous avez des questions à poser qui vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et à les poser aussi à d'autres moments de questions. Vas-y, j'y vais. Ouais, carrément, je reste connecté. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super. Et Victor, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup. Alors moi, je suis Victor, je fais partie du collectif Terre de Lutte qui du coup co-organise ces webinaires. Et avant ça, moi, je travaillais pour une chaîne YouTube qui s'appelle Partager c'est sympa. On a fait énormément de mobilisation en ligne, notamment en soutien aux dynamiques du mouvement climat, ce qui m'a amené à bosser sur pas mal de ces sujets-là. Et en tout cas, merci beaucoup Green Voice de reparler de l'importance des pétitions et des bases de données. On pourra y revenir plus tard, mais c'est clairement très utile pour plein de luttes. Moi, je voulais vous parler en particulier des tribunes, parce que c'est un outil qui est de plus en plus réutilisé et on a l'impression à bon escient par plein de collectifs locaux contre des projets polluants. Alors pour plein de bonnes raisons. Donc déjà, je voulais vous raconter un petit peu pourquoi faire ces tribunes-là. Tout simplement, c'est l'occasion d'être publié dans un média, et souvent un média national. Alors, pas mal de médias locaux publient des tribunes. Je pense à Ouest France, au Courrier Républicain, etc., etc. Mais globalement, en fait, il ne faut pas du tout hésiter, et de moins en moins, de plus en plus de collectifs n'hésitent pas à le faire, à contacter des médias comme Le Monde, comme Libération, comme le JDD, comme Reporter, comme Mediapart, qui sont autant de médias qui, en fait, prennent souvent ce genre de tribune quand il y a une actualité, quand il se passe quelque chose. Et c'est vraiment l'occasion déjà de faire connaître votre combat, de diffuser vos arguments, et tout simplement de faire grand bruit et d'avoir aussi une reconnaissance, parce qu'en général, les tribunes qui sont publiées aussi à l'échelon national sont souvent répercutées à l'échelon local et font souvent grand bruit à l'échelon local. Je vais donner l'exemple des bassines, des collectifs qui se battent contre des bassines dans les Deux-Sèvres, avec qui on a publié, on a bossé ensemble sur une tribune qui est sortie dans Le Monde
dont je vous mets le lien dans le fil de discussion, avec plus de 250 signataires. Il y avait des personnalités en tout genre. Il y avait à la fois des personnalités politiques, à la fois des artistes, à la fois des responsables d'organisations, d'ONG et d'associations, énormément. Il y avait aussi beaucoup de personnalités en tout genre. Et quand cette tribune est sortie, c'est amusant de voir que typiquement Ouest France a repris la même tribune et que beaucoup d'élus locaux et beaucoup de personnes localement ont tout de suite rebondi, tout de suite réagi et s'en sont servis et ont contacté le collectif en disant waouh, ok, le sujet devient sérieux, ça devient un enjeu national, waouh, c'est hyper important. Et de fait, le collectif a pu s'en servir plein de fois vis-à-vis de ses adversaires pour dire regardez, en fait, c'est pas non seulement un enjeu local, c'est aussi un enjeu plus large que ça. Je pense que les VET pourront nous donner un bon exemple aussi de comment ce genre d'outil a pu inquiéter ou agacer les adversaires. Je crois que votre tribune a aussi fait grand bruit au niveau local, mais clairement, voilà, c'est un outil pour se légitimer et se dire que c'est parfois bête, hein, parfois c'est pas forcément une bonne raison, mais rien que se dire que ça a été publié dans un média national, ça permet de rendre le sujet peut-être en tout cas plus gros et plus légitime aux yeux de beaucoup de gens. C'est aussi l'occasion, et c'est un cas qui se fait de plus en plus, de faire des tribunes collectives sur un sujet donné, où là où, avec votre collectif, peut-être que seul, vous n'arriverez pas à réussir à attirer l'attention d'un média national, mais à plusieurs, c'est plus faisable, plus possible, et en tout cas, on voit que ça a marché dans plusieurs cas. Je pense à la tribune de la coalition contre les projets routiers, qui a réussi à publier dans Reporter justement une tribune collective de, je ne sais plus exactement, une vingtaine, 25, 30 collectifs qui se battent contre des projets routiers. Et rien que ça, c'est une actualité, c'est un élément suffisant qui justifie d'en faire une publication, qui justifie d'être publié dans des médias, alors que seul tel collectif ou tel collectif n'aurait pas forcément réussi. Donc ça marche beaucoup sur des sujets thématiques, et vraiment, on n'hésitez surtout pas à vous rapprocher à des collectifs qui ont un peu le même enjeu que vous, pour montrer justement que c'est un enjeu global et qu'il y a plusieurs combats similaires qui se passent. Je pense justement aux collectifs contre les extensions d'aéroports, contre les entrepôts Amazon, contre des centres commerciaux, où il y a des dizaines et des dizaines de luttes similaires sur le territoire qui peuvent complètement abonder dans ce sens-là. Je pense aussi aux actualités. Typiquement, on a publié avec 75 collectifs cette fois, récemment, une tribune qui interpelle les députés, ou en tout cas les candidats aux législatives, justement sur l'impact des projets polluants à travers la France. Et en tout cas, ce genre d'occasion, il ne faut vraiment pas hésiter à saisir des occasions et des actualités. Typiquement, la sécheresse pourrait être aussi une très très bonne occasion sur les enjeux d'accaparement de l'eau et de partage de l'eau pour publier sur des tribunes. Bref, ne pas hésiter à saisir des opportunités pour intéresser les médias et réussir à faire passer vos sujets. Et un troisième exemple qui marche bien également de regroupement, c'est peut-être les regroupements régionaux. Et là, je publie une troisième tribune dans les Pyrénées-Orientales. C'est un collectif qui s'appelle VUR, une coordination, qui a réussi à, en rassemblant, je crois, au moins une dizaine de collectifs contre différents projets polluants, à là encore montrer qu'en fait, c'était une politique globale dans le département de bétonisation et à lutter à montrer qu'ils allaient lutter ensemble contre ça et justement à pouvoir réussir à en faire parler aussi à un enjeu plus global vu que le sujet est devenu global. Mais la tribune, c'est aussi clairement, en tout cas, on l'a beaucoup vu avec les bassines, c'est vraiment l'occasion de rassembler tous vos soutiens et de garder le contact. Peut-être une des erreurs qu'on fait souvent quand on publie une tribune, c'est tout simplement de faire passer l'appel assez largement, mais de pas garder les mails des personnes, de ne pas garder les contacts de toutes les personnes qui vont signer et qui vont juste se signaler en disant on signe, mais ça se perd un peu dans la nature et dans les boîtes mail des uns et des autres. Vraiment, un conseil que je dis, que je répète, c'est faites un formulaire. C'est très simple. Il y a des canevas sur notamment l'outil de libre de Frama, qui s'appelle Framaform, qui permet de faire des formulaires très très simples, où derrière, quand les signataires signent votre tribune, vous avez, vous, derrière, accès à la liste des signataires et vous avez potentiellement 100, 200, 300 adresses mail de personnes que vous allez pouvoir recontacter pour déjà les tenir au courant de la suite de la tribune et pouvoir les engager potentiellement sur d'autres choses, que ce soit des appels à dons pour un recours juridique, que ce soit une manifestation, que ce soit les prochaines actions, les prochaines réunions. Donc vraiment, c'est très, très important de garder les mails dans ce genre de cas et d'autant plus s'il s'agit de personnalités qui vont pouvoir aider à amplifier votre lutte. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur le site de Framaform, c'est très très simple d'accès pour faire un formulaire en ce sens.
Et c'est aussi l'occasion d'aller rassembler de nouveaux soutiens. Je reviens à cette tribune des bassines où justement, en arrivant à argumenter de plein de façons différentes dans le même texte, c'est-à-dire en montrant que les bassines, c'est un enjeu d'accaparement de l'eau qui va bénéficier à 4% des agriculteurs au détriment de tous les autres. Ça mobilise beaucoup le monde paysan et ça a mobilisé beaucoup de signataires de ce monde-là. Mais dans la tribune, il y avait aussi beaucoup d'arguments sur l'assèchement des bassins versants et l'assèchement du marais Poitevin qui détruit la faune et la flore et qui a mobilisé beaucoup de personnalités naturalistes, d'amoureux de la nature. Il y a même une fédération de pêcheurs qui a rejoint la lutte en partant du constat que justement à cause des bassines, ils ne pourraient plus exercer, ils ne pourraient plus pêcher dans les cours d'eau de la région. Ou encore des arguments de type le passage en force des gens qui veulent faire passer les bassines, le fait que 80% d'argent public est mobilisé, ça mobilise beaucoup plus des habitants indignés ou des politiques locaux dont la vie n'est pas respectée. Donc vraiment, en mobilisant toute une liste d'arguments très différents, le collectif des bassines a réussi à avoir plus de 1000 signataires, en tout cas 250 personnalités assez connues au niveau national. Et ce qui a été assez malin, c'est qu'ils s'en sont aussi servis en gardant cette liste-là, justement. On a recontacté les gens, on leur a proposé des choses, on a proposé justement les actions suivantes. Donc vraiment, voilà, faites-le, j'insiste, c'est hyper important. Au-delà du pourquoi, je voulais aussi vous dire un tout petit mot sur comment faire, parce que ce n'est pas forcément facile d'accès quand on ne sait pas. Donc, plein de médias, comme je vous l'ai dit, acceptent des tribunes. Je pense que dans ceux qui s'intéressent à notre sujet, les médias peut-être qui vont le plus pouvoir s'approprier, en tout cas pouvoir traiter de sujets d'environnement. Et quand on parle de grands médias, on va plutôt parler du Monde, de Libération, de Reporter, de Mediapart. Évidemment, il y en a plein d'autres et plein de médias locaux. Je pense au JDD, je pense à La Croix, je pense même au Figaro potentiellement en fonction des sujets. Mais en tout cas, tous ces médias-là proposent des colonnes tribunes et en général les mêmes schémas et les mêmes façons de les contacter. Et même en général, c'est public. Typiquement, je vous mets aussi en lien là dans le fil de discussion celui du Monde qui a fait une page entière dédiée à comment proposer une contribution où vous trouverez l'adresse mail et différentes règles à respecter. Libération, on a une similaire, Reporter également. On vous mettra tous ces liens-là et tous ces contacts mail sur la page du site de récap du webinaire une fois qu'on aura fini. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à les contacter. C'est assez simple. Vous pouvez en contacter d'ailleurs plusieurs à la fois en se disant qu'il y en a forcément un qui va répondre au final. Par contre, ne publiez pas 2 tribunes dans 2 médias. En général, il y a une clause d'exclusivité et vous vous fâcherez si vous le faites avec l'un ou l'autre média. Je vous fais juste un tout petit point aussi rapidement sur les règles à respecter quand on fait une tribune. En général, il ne faut vraiment pas être trop long. Le canevas de base, c'est en général 6000 signes maximum, ce qui fait une page et demie de page grand maximum. Donc voilà, c'est aussi important dans une optique d'être court, percutant et d'aller directement aux faits et aux grands arguments qui mobilisent. Il faut, comme pour la pétition, avoir un titre qui soit court et qui soit accrocheur. Et d'ailleurs, c'est important de suggérer aux médias quand vous faites une tribune un titre, sinon ils risquent de faire le leur et le titre risque d'ailleurs de parfois pas forcément vous plaire ou d'être un peu en décalage avec ce que vous souhaiteriez. Donc c'est très important de leur proposer ça et vous pouvez même leur suggérer un chapeau. En général, il faut un paragraphe qui explique un petit peu le pourquoi du comment. Vous pouvez aussi leur suggérer d'où vient la tribune, etc. C'est aussi très important de leur envoyer la liste des signataires à jour. Nous, ce qu'on fait beaucoup, en général, dans ces cas-là, parce qu'il y a justement les délais sont... Enfin bref, on n'a pas toujours le confort de pouvoir avoir des semaines de délai. Et on a en général envie de surfer sur une actualité ou d'aller vite dans une tribune. Donc, ce qu'on fait le plus souvent avec ces médias-là, c'est qu'on leur envoie une première liste des tout premiers signataires en disant qu'on mettra à jour et qu'on leur proposera une seconde liste quand ils auront accepté dans quelques jours. Et typiquement, c'est ce qu'on fait en général. Typiquement, on envoie le mercredi une première proposition et le lundi d'après, une fois qu'on a récolté différentes signatures, on leur envoie une deuxième liste. Donc voilà, ça permet à la fois vous de continuer à collecter en parallèle un maximum de signataires et de pouvoir d'ores et déjà contacter le média et compter sur le fait qu'il y ait une publication.
Dans cette tribune, une autre règle importante, c'est de toujours mettre les sources. Quand vous mettez des chiffres, et notamment, ou des informations importantes, ouais, je regarde les commentaires. On peut effectivement discuter. 6000 signes, c'est le maximum, typiquement pour une tribune dans Le Monde ou Libération. Si c'est plus court, c'est mieux et ce sera peut-être plus lu. Voilà, mais 6000 signes, c'est le maximum. Je pense qu'en dessous de 2500, 3000, c'est compliqué de raconter beaucoup de choses en même temps. Donc en général, entre 3000 et 6000, je pense que c'est la meilleure chose. Donc les sources, en 2 mots, ouais, c'est toujours important de ne pas en mettre plus de 2 ou 3, 4 grand maximum, mais voilà, de toujours expliquer là d'où viennent les chiffres. Et si vous mettez un rapport qui vient d'une institution publique ou d'un cabinet sérieux, voilà, c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas à toujours le faire. Et sinon, en général, ça crédibilise votre tribune et en plus, ça vous donne plus de chances d'être publié. Expliquer aussi, parce que vous vous adressez dans une tribune à un public qui n'est pas forcément spécialiste. Donc, on évite les acronymes un peu barbares, on évite les termes techniques qui ne sont pas expliqués. Voilà, pensez que la personne qui va lire cette tribune ne connaît pas forcément les enjeux techniques de votre lutte et c'est hyper important de le faire. Tous ces conseils-là, on les mettra sur le site et je pense que oui, on peut en parler. Et en tout cas, ils sont en général indiqués. Quand vous contactez un média, en général, ils vous indiquent ces conseils-là, mais c'est mieux de l'avoir déjà respecté. Ça vous donne aussi plus de chances d'être publié. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et en général, c'est l'occasion d'avoir une audience nationale à peu de frais et relativement facilement. Et je donne la parole peut-être pour donner une illustration de ça et d'une tribune qui a très bien marché. C'est celle du collectif qui préserve le jardin des Vêtes à Marie, si tu es toujours là. Oui, je suis toujours là. Oui, bonjour à tous, déjà pour commencer. Donc nous, on a publié une tribune, je ne sais même plus trop la dater, il y a moins d'1 an. C'était dans le cadre de la lutte pour les jardins des Vêtes. Donc c'est rapidement, hein, c'est donc 34 hectares de terres maraîchères et jardinières qui sont menacées sur Besançon. Par un projet d'écoquartier. Et du coup, donc, notre lutte, elle date de 2019. On a commencé en 2019, l'ensemble de l'association. Et on a commencé par une pétition. Puis, on a eu un moment de lutte au tribunal. Et ensuite, on a donc dernièrement publié une tribune. Donc je ne sais pas trop, donc cette tribune, elle a effectivement plutôt bien marché parce que, point de vue de la mairie, il y a eu des grosses pressions. En fait, là où on sait qu'elle a plutôt bien marché, c'est que la mairie, en fait, a renvoyé derrière notre tribune, après la publication de la tribune, a renvoyé une lettre aux signataires pour leur signaler qu'ils se trompaient, qu'ils avaient mal compris et que du coup, ils avaient raison. Et qu'on les avait un peu trompés en leur demandant de signer cette tribune-là. Et ils leur ont envoyé tout un commentaire, tout un justificatif, toute une explication de leur bel écoquartier, etc. Donc on l'a su parce que les signataires nous ont signalé, certains. Certains ont vraiment pas du tout aimé ce qu'a fait la mairie. Certains ont même trouvé que c'était une pression... il y avait des signataires byzantins, en fait. Ils ont trouvé que c'était une pression... pas normal parce que c'était des gens en fait qui par le boulot pouvaient être entachés. Disons que la mère était issue du même lieu de travail que ces gens-là. Donc voilà, il y a eu pas mal de suites en tout cas à ça. Et puis d'autres n'ont rien dit, mais voilà, personne n'a retiré sa signature. Voilà, donc je ne sais pas exactement ce que je peux dire de plus là en l'état actuel des choses. Tu as peut-être des questions à me poser, Victor, ou des choses à me dire, ou Enora? Oui, l'idée, c'était aussi d'expliquer, d'échanger autour de en fait, ce que cette tribune vous a apporté.
dans la lutte en termes, enfin dans la stratégie, à un moment donné, enfin voilà, au-delà du rapport avec la mairie là pour le coup qui est quand même un point un peu central, mais de la manière dont, enfin pourquoi vous avez choisi cet outil-là en fait, et pourquoi vous en êtes venu là, et qu'est-ce que ça vous a permis de construire de nouveau ou de renforcer ou de modifier dans la dynamique du collectif, quoi. Alors, en fait, une tribune, déjà, moi, je pense qu'une tribune, ça ne peut pas sortir de nulle part. Et en tout cas, ça ne peut pas être un outil pour une lutte démarrante. Je pense qu'à ce moment-là, la pétition, c'est mieux. Une tribune, c'est vraiment, enfin, nous, notre lutte, elle est quand même, elle a une certaine assise. Et une tribune, ça sert à renforcer la lutte. C'est donc une lutte qui a plutôt, voilà, qui a pignon sur rue, qui a une assise, etc., peut se servir d'une tribune pour comment dire, se renforcer. Mais à mon avis, ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser quand la lutte démarre. Ensuite, donc, notre tribune, le principal travail, c'est donc la recherche de signataires. Donc, nous, on a eu plus de 100 signataires. On a choisi délibérément de ne pas du tout mettre d'inconnus, de mettre que des signataires qui étaient des signataires de noms connus, de renommés, dont, alors, c'était une tribune d'artistes, de scientifiques, de chercheurs, en gros, donc, on est allé chercher vers des gens qu'on connaissait qui nous soutenaient depuis longtemps. On a commencé par Gilles Clément, par Corinne Morel-Darleux, qui nous soutenaient, qui, eux, avaient été les parrains de notre pétition, donc en 2019. Voilà. Après, ça a été, donc, c'est un travail de réseautage, de trouver les signataires. C'est pareil. Enfin, on a eu quelques réponses de gens qu'on avait contactés comme ça, par la voie, en trouvant leur mail, et voilà, mais c'est quand même plus facile de connaître des gens qui connaissent un tel, qui connaissent un tel, et qui peuvent nous permettre d'accéder aux signataires. C'est toujours plus simple. Et Nora, j'ai perdu ce que tu me disais, à vrai dire. Je suis partie dans les circonvolutions. Je ne sais plus de quoi tu me parlais. Est-ce que tu me demandais de dire exactement? Non, mais c'était très intéressant parce que justement, j'avais une deuxième question qui portait plus sur comment aller chercher des signataires et des signataires intéressants et tout, parce que ça peut paraître peut-être un peu inaccessible parfois pour certains collectifs dont tu viens de donner une partie de la réponse. Peut-être que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, mais sinon, c'était plus globalement, enfin, parce que l'idée, c'est un peu de voir que ces outils-là, ils ne sont pas complètement hors sol, quoi. Parfois, il y a des collectifs qui n'osent pas forcément s'en saisir en se disant oui, mais non, mais ce qui compte, c'est la lutte sur le terrain et tout, mais qu'au final, ces outils de mobilisation qui sont plus immatériels, quoi, ils sont en fait super importants et ils permettent justement, Victor en parlait, de construire de nouvelles alliances, c'est aussi avec les coalitions, etc. Mais voilà, particulièrement cet outil-là, Tribune, vous, dans votre lutte, à ce moment-là, qu'est-ce que ça a pu vous apporter en termes de dynamique? Alors, donc, j'ai terminé quand même sur les signataires rapidement. On a quand même trouvé quelques signataires par la voie mail. Je ne vais pas dire qu'on parle de mail, etc. Mais vraiment, c'était plus par le réseautage que ça a vraiment bien marché. Maintenant, oui, pour répondre à ta question, alors nous, c'était vraiment, c'était le moment de faire une tribune. Déjà pour plusieurs choses, parce que la mairie nous avait était dans une phase un peu, comment dire, pas de reconquête, mais en tout cas dans une phase où elle proposait un nouveau projet pour l'écoquartier. Alors, je resitue un petit peu. En fait, donc en 2020, il y a eu les élections. On avait une mairie qui était une coalition de gauche, mais donc un maire qui était en marche depuis 2017. Ce maire a quitté la municipalité parce que moi, ça faisait, je sais pas, son 4e mandat au moins. Et donc, à sa place, ça a été donc une maire ELV qui a été élue, mais qui faisait déjà partie de l'ancienne municipalité. En fait, c'est l'ancienne municipalité qui a été réélue avec un nouveau maire, en gros, et quelques nouveaux adjoints, évidemment, parce qu'ils ont un peu renouvelé quand même les personnages. Et donc, là, la mairie a tout de suite envoyé des signaux pour expliquer que le projet serait maintenu, mais à moindre mal, on va dire, un projet moins gros, moins ambitieux, moins tatati, moins tatata. Et donc, en septembre 2021, la mairie présentait son nouveau projet, qui en fait était quasiment la copie conforme de l'ancien, avec 4 hectares en moins. Enfin, c'est vraiment ridicule.
Et donc, parce qu'ils préservaient, soi-disant, la trame verte, la trame bleue, la trame machin, la trame truc. Et donc, du coup, nous, c'était vraiment le moment, en fait, de faire une tribune, déjà, pour montrer qu'on continue à s'opposer. Parce que vraiment, ils étaient dans une politique d'affaiblissement. Ils étaient aussi dans une politique d'affaiblissement de la contestation, parce que avant de présenter leur nouveau projet, ils ont justifié leur nouveau projet en se servant eux-mêmes de tout ce qui est démocratie participative. Ils ont fait alors donc un GIEC local, en convoquant des scientifiques pour expliquer qu'il fallait absolument faire un projet d'écoquartier. Donc, voilà, pour un petit peu estimer l'intérêt de faire un écoquartier ou non. Alors, c'était des scientifiques à la fois du côté environnemental, mais aussi du côté logement, du côté tout plein de choses, du côté social. Et puis, derrière ce GIEC local, ils ont eu tout un truc de démocratie participative, un peu à la type convention citoyenne, avec 50 citoyens qui ont été conviés pendant 3 semaines et qui ont critiqué l'ancien projet, qui ont proposé des nouvelles choses. Donc, en fait, à la suite de tout ce truc de démocratie participative, c'était pas si clair que ça. Les citoyens, ils n'étaient pas forcément hyper favorables au nouveau projet, mais évidemment, la com de la mairie faisant et les moyens faisant, ils ont expliqué, ils ont repris quelques propositions de cette convention citoyenne et ils ont expliqué qu'ils reprenaient tout ce qu'avait dit la convention citoyenne et que grâce à la convention citoyenne, ils allaient faire un méga projet. Et donc, on se retrouvait là face à une espèce de grosse machine de com. Et c'est donc pour ça que là, vraiment, il fallait que nous aussi, on sorte la grosse artillerie et donc qu'on fasse une tribune, en fait, qu'on montre que l'avis de la convention citoyenne, c'était pas forcément le meilleur avis, que leur GIEC, on pouvait guère communiquer. On l'avait dit 1 ou 2 fois que c'était quand même, il y avait pas mal de scientifiques qui faisaient partie de du comité de soutien de la mer, par exemple, à un moment donné, au moment des élections. On ne pouvait pas réinsister là-dessus, mais vraiment, là où on a insisté lourdement, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve nous-mêmes des scientifiques qui étaient plutôt favorables à ce que nous, on disait. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et peut-être une question en plus, est-ce que, parce que je vois qu'il y avait quand même des gros signataires et des personnalités, il y avait le jardinier Alain Baraton, quelques autres, est-ce que vous les avez recontactés? Est-ce que vous avez fait des choses avec eux? Alors, pour l'instant, Alain Baraton, non, mais pourquoi pas? Non, après, il y a des gens dans ces tribunes-là, qui ont signé la tribune, qui sont des gens qui nous soutiennent depuis très longue date et avec qui on a souvent des contacts. Je pense plutôt, par exemple, là, pour le moment, à Mathieu Adam, qui est un chercheur au CNRS, géographe, urbaniste, et qui est plutôt, en fait, on va dire, géographe du courant lyonnais, un petit peu anarchiste, etc. Et qui était venu, donc, parce qu'au moment du GIEC, en fait, on a fait un GIEC nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on avait invité pas mal de chercheurs, on a fait tout plein d'invitations, bref, soit des réunions en vrai, soit des réunions. On avait invité, donc, Mathieu Adam, on l'avait invité à la radio locale qui s'appelle Radio Bip pour une interview croisée. Enfin, c'était vraiment un truc super. Et bon, c'était au moment du Covid, alors c'est pour ça qu'on l'avait fait à la radio. C'était plus simple de gérer les questions de confinement. Enfin, c'était pas vraiment le confinement, mais on n'avait pas le droit de se réunir à plus de, je sais plus, 10, 20, je ne sais plus exactement. Et donc, on avait eu contact avec cette personne-là qui était vraiment quelqu'un de super. Et là, par exemple, certainement qui va revenir sur Besançon le 1er juillet ou 2 juillet, quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même tout un tas de chercheurs avec qui, oui, on garde un peu contact et en tout cas, dont on a gardé les mails et qu'on sera ressollicité si besoin est. Super. J'en profite pour rebondir aussi encore avec cet exemple des bassines, parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça a marché, qu'on a réussi à avoir 250 signataires. C'est vraiment par l'effet boule de neige et de contacter des personnes qui sont déjà dans ces réseaux-là et qui arrivent à contacter leurs pairs, en fait. C'est ça qui s'est passé. Typiquement, il y a eu des universitaires qui ont envoyé des mails et de la sollicitation à cet appel-là dans des unités de recherche, dans des universités, etc., etc.
Il y a des artistes qui ont sollicité d'autres groupes et dans d'autres boucles. Il y a des partis politiques dans lesquels ça a tourné dans toutes les instances possibles, etc., etc. Et ce qui fait que oui, on est arrivé à 250 grâce à ça. Et donc le mieux, effectivement, c'est de se répartir la tâche et que chaque personne dans chaque réseau aille le solliciter. En tout cas, c'est ça qui marche en général bien. Et je te rejoins sur le timing. Je voulais donner un autre exemple qui est celui de Non-T4, l'aéroport de Roissy, qui pour le coup, eux, ont fait une tribune après 3-4 mois d'existence. C'était assez impressionnant, mais c'était une lutte un peu aussi explosive qui a bénéficié d'un très bon moment où on parlait beaucoup de climat et d'aviation et qui ont réussi à bien surfer sur cette vague-là en 2019 et 2020, mais donc qui avait réussi aussi à publier une tribune dans Libération très rapidement, avec justement en arrivant bien à cibler le timing de il y a la loi climat qui va arriver, il y a beaucoup de discussions sur le climat, boum, voilà un enjeu fort, c'est l'aviation, on arrête ce projet-là. Donc typiquement, voilà, n'hésitez pas à rester à l'affût de ce qui se passe, c'est vraiment le meilleur moyen de faire un texte à la fois percutant et aussi d'être publié dans un média. Peut-être, si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre ensemble, en tout cas d'en discuter, si vous avez des expériences de tribune ou des choses que vous avez déjà faites à ce niveau-là. Et je précise juste qu'il est 20h20 et qu'on a encore une partie entière après avec 2 collectifs qui sont venus pour témoigner. Donc, si on peut être assez concis dans les interventions et dans les questions, ce serait top. Il y a Alain qui veut prendre la parole. Vas-y, Alain. Oui, dans le Tarn, donc on a un projet d'autoroute pour lequel, entre autres choses, il y a eu des pétitions. Je voulais dire d'ailleurs une chose, c'est que souvent, chacune des actions qu'on fait, souvent on dit bon, ça ne sert à rien, elles n'ont aucune portée. En fait, c'est l'accumulation des actions qui fait que ça finit par avoir une portée de toute façon. Et entre autres, on a fait une tribune où on a choisi de n'inviter que des personnalités, nous aussi. On est près de Toulouse, on a la chance d'avoir beaucoup de chercheurs qui sont dans le collectif ou de professeurs de fac. Donc on a plus de 110 signataires sur lesquels il y a 60 et quelques, 70 maintenant je pense, scientifiques, profs de fac, choses comme ça. Trois membres du GIEC quand même. On a alors les artistes. Alors je voulais demander comment avait fait Marie, parce que les artistes, le problème c'est qu'ils ont tous des agents et si on les connaît pas directement, c'est difficile. Quand on a lancé, quand on est allé à la pêche, il y a Colline Serrault qui a signé tout de suite. D'ailleurs, il y a Geneviève Azam. Enfin, elle n'est pas artiste, mais bon. Après, en allant à la pêche, connaissant Kadour Haddad, donc de HK, je l'ai fait signer l'autre jour, mais bon, voilà, des choses comme ça, mais c'est pas facile. Ou certains qui sont très connus, ils te disent on en a trop à signer, c'est ce que nous a répondu Cyril Dion, etc. quoi. Par contre, nous, on est parti, donc pour que ça concerne tout le monde, on est parti du cas local pour arriver au global. C'est-à-dire que notre projet d'autoroute, il est local, mais il s'inscrit dans un cadre global de. Enfin bon, je ne vous fais pas le baratin. On avait tous les députés européens et français de ELV et de la France Insoumise, bien sûr. Il y a Gilles Paul Ariès, Geneviève Azam, enfin bon. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus plus. Voilà. Par contre, elle a eu un bon retentissement local dans la presse parce qu'il y a un journal, enfin un hebdomadaire qui est très lu dans les campagnes, qui l'a publié intégralement, de même qu'il avait publié la lettre qu'on a envoyée au président de la République, quasiment la même lettre d'ailleurs au ministre à l'époque des Transports et d'ailleurs au Premier ministre, enfin c'est bon, ce qui est pas mal non plus, avec tous les détails. Ça a fortement secoué les députés et élus locaux qui d'ailleurs en sont malades et le député de la circonscription a fait sa campagne sur les bienfaits de l'autoroute. Nous on dit c'est pour
bon, c'est pour désenclaver Toulouse par rapport à Castres, quoi, parce que Toulouse ne bénéficie pas des avantages de Castres. On va faire une vidéo là-dessus. Il y a un copain qui est très, très bon pour faire des vidéos saignantes. C'est lui qui a fait la parodie du générique de Don't Look Up, qui a fait un tabac. L'humour est pas mal hein, pour faire dans les campagnes d'ailleurs aussi. C'est faire des vidéos, des choses comme ça, c'est un bon truc. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup Alain. Et oui, comme on avait vu au début un peu avec JB et tout, que les pétitions, elles permettaient aux gens de se positionner sur des sujets, sur les sujets que vous portez dans vos luttes. C'est vrai que les tribunes, elles ont aussi cette capacité à faire se positionner des élus ou des personnalités, des porteurs de projets d'une manière parfois un peu plus ou consécutive à une pétition et tout. C'est des outils qui sont assez complémentaires et qui obligent les gens et les personnes qui portent ces projets à se positionner. Et c'est vraiment ça qui est assez puissant avec ces outils. Vas-y Victor, tu veux compléter? Pour solliciter les artistes et différents signataires qui sont pas forcément faciles, déjà, je pense que regrouper, et typiquement regrouper plusieurs luttes contre des projets routiers et montrer que c'est un enjeu global, je pense que c'est ça qui va les motiver et les intéresser parce qu'à mon avis, effectivement, ils ne peuvent pas signer chaque tribune individuellement, quoi. Ce serait trop compliqué pour eux. Donc déjà, c'est une bonne idée. Et ensuite, il y a quand même toute une liste d'artistes ou de personnalités engagées qu'on peut solliciter facilement. Je vous remets la liste là des bassines qui, je pense, était quand même très très large. Comme ça, vous avez peut-être trouvé dedans des noms auxquels vous n'avez pas pensé. N'hésitez pas à nous contacter ou peut-être contacter les VET si vous êtes d'accord, les VET aussi pour voir comment vous avez fait. On peut aussi se soutenir entre collectifs et voir comment est-ce qu'on peut se partager des contacts si vous en cherchez. C'est aussi à ça que servent ce genre de temps. Et moi, je voulais juste rajouter un dernier truc qui relie pétition et tribune, c'est qu'en général, vous gardez plein de contacts, plein d'adresses mail dans les deux cas. Et peut-être un réflexe qu'on fait souvent, c'est de tout mettre sur une même liste et de se dire on va envoyer les infos à tous ces gens d'un même coup. Vraiment, ne faisons pas ça, arrêtons de faire ça. Je pense que c'est en tout cas une façon pas très efficiente de mobiliser les gens derrière. Et c'est aussi très important de faire différentes listes et différents canaux. Une liste pour la presse, une liste pour les personnalités, une liste pour les signataires très très larges qui vont soutenir juste une fois de temps en temps via un don ou en venant à une manif ou quoi, et des listes resserrées pour l'organisation et pour les groupes de travail. J'imagine que pour la plupart vous savez déjà ça, mais en tout cas on voit dans beaucoup de collectifs que c'est pas toujours le cas et ouais, en général ça peut démotiver des potentiels soutiens quand ils reçoivent plein de mails ou des mails pas adaptés à leurs attentes. Voilà, c'était juste un dernier petit truc, mais j'imagine que vous avez déjà beaucoup d'expérience dans vos collectifs respectifs là-dessus. Je te rends la parole, Enora, peut-être pour la dernière partie sur la consultation publique. Tout à fait. Et alors, on a deux collectifs, donc, parce que là, on a vu donc, des outils de mobilisation en ligne, mais comme on l'a vu, qui sont en fait des outils de mobilisation tout court et qui sont en ligne, ou je veux dire pas sur le terrain, quoi, mais qui sont en fait des outils très, très importants. Oui, alors en termes de communication, il y a plein de choses. Hein. Il y a Michael qui nous dit que c'est possible aussi de demander à mettre des stands sur des festivals et à ces occasions-là, c'est des moments utiles pour rencontrer des artistes, notamment justement en créant des liens aussi, notamment des petits festivals où parfois il y a des artistes qui sont en fait très engagés et qui sont contents de rencontrer des collectifs en lutte et ensuite pourquoi pas de créer un lien un peu plus fort pour la suite. Et en parlant de liens, on va passer donc à la troisième partie. Donc les tribunes, les pétitions, etc. Ça, c'est des outils qu'on choisit d'utiliser. Et ensuite, il y a parfois des outils qu'on ne choisit pas forcément d'utiliser, mais qui peuvent être très intéressants tout de même, et autour desquels c'est intéressant de construire une stratégie de mobilisation. Et on a deux collectifs qui sont là pour nous parler donc des consultations publiques, qui sont des moments importants dans la vie d'une lutte, dans la vie d'un projet. Il y a plein de types de consultations publiques différents, mais c'est au sens large. Après, il peut y en avoir plusieurs types, mais là, donc, on a le collectif SOS Oulala. Donc, je pense que Hélène doit être là, je l'ai vue tout à l'heure.
et le collectif, ensuite, un collectif de la Manche Nature, qui vont pouvoir nous expliquer à tour de rôle un peu la manière dont eux ont ou vont utiliser la consultation publique comme un outil de mobilisation hyper stratégique dans leur lutte. Et donc peut-être qu'on peut commencer, je pense que ça peut être intéressant de commencer par Hélène, par SOS Oulala, sur la manière dont vous, ça s'est passé, cette consultation publique. Et ensuite, on laissera la parole à Grégoire, qui lui va expliquer comment aujourd'hui, il se passe quelque chose d'assez intéressant dans la Manche. Grâce à l'action du collectif, il y a une consultation publique qui a été lancée suite aux sollicitations du collectif. Et donc, voilà, c'est deux manières un peu différentes d'envisager ces consultations et de s'en saisir. Donc, je ne sais pas si Hélène, tu nous entends? Vous m'entendez? Oui, tout à fait. D'accord, ça marche. Hélène qui est en Et la vacances, vidéo. donc qui nous fait l'honneur d'être avec nous tout de même. Merci beaucoup. Je te laisse la parole. Bonjour, je t'ai envoyé, Nora, le fichier Word, je crois, qui est passé sous Signal. Ça, c'était un petit point technique parce que ça m'évitera de manipuler en même temps l'écran si jamais on veut montrer des notes ou avoir des références. En fait, c'est plutôt un retour d'expérience sur la consultation publique qui en soi n'était pas conçu comme un outil de mobilisation, mais qui l'est devenu pour nous. Donc, que vous sachiez, en fait, nous, on est un collectif, donc SOS Oulala, qui militons et nous mobilisons contre une route au nord de Montpellier, le Lien. Et bon, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on est mobilisé là-dessus. Et il y a une consultation publique qui a été organisée par la préfecture il y a 2-3 mois, mais on ne connaissait pas la date. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, du coup, on a préparé une petite intervention pour essayer de vous faire part de notre retour d'expérience, parce que ça a été très fort et ça l'est encore, et ça nous implique à différents niveaux, aussi bien localement qu'avec les associations, qu'avec les institutions locales et nationales, voire juridiques. Du coup, ça devient très important. Donc en 3 temps. Le premier temps de au fond, c'était avant la consultation. Les institutions, elles disent pas exactement la date de la consultation, on ne savait pas. On savait que le Conseil d'État, il fallait obliger la préfecture à organiser une consultation parce qu'il y avait eu en fait malfaçon dans la manière dont avait été faite la déclaration d'utilité publique, et donc le préfet avait été obligé par le Conseil d'État à relancer la consultation, mais ils sont restés silencieux. Donc pendant ce temps de silence, et ça a été une première action qu'on a faite, une série d'actions en fait, on a organisé des débats publics, on a organisé des séries de tractages, et puis on a beaucoup mobilisé toutes les associations qu'on connaissait, que ce soit des associations environnementales ou de solidarité, pour faire des actions en ville ou sur le tracé du Lien, de manière à faire monter la pression autour du Lien et rappeler que progressivement, voilà, c'est la première partie que vous voyez là sur mon Word et qui a affiché Enora à l'écran, merci. Donc, c'est les 3 premiers points qu'on voit. Évidemment, c'est un Word, donc je ne sais pas, c'est très, très visible. On a fait ça un peu vite, mais on pourra vous le diffuser après. Mais en tout cas, cette première série d'actions, elle nous semble importante parce que ça permet de faire monter la pression et de la partager aussi bien par les locaux que par les non-locaux, et puis en même temps de préparer les arguments. Et donc là, c'est en interne, évidemment, le collectif qui doit se réunir et voir les arguments qu'il faut préparer à la consultation. Ce qui nous a permis, et ça c'est la deuxième partie, au moment de la consultation, de diffuser tout de suite le jour. C'était pas le jour parce que, comme j'ai dit, la préfecture était restée silencieuse, et en plus, on a connu les arguments qu'elle allait mettre à débattre pour les citoyens qu'une semaine avant. Et en fait, il y avait plus de 60 pages à lire et à comprendre. Donc, du coup, c'était une semaine après la consultation, on a été capable, nous, de mettre en ligne des contre-arguments. Et ça, c'était clé. Je crois que c'était clé parce que c'était une espèce de guide virtuel
qui a permis à tout un chacun d'aller voir en ligne. Et ça, j'ai mis l'adresse là qui est sur le site Word. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous verrez, c'est comme une grande pioche et ça permet d'aller voir. Bon, mais ils iront voir après, hein, parce que c'est assez long. Aussi bien les arguments pour que les arguments contre, et avec toutes les thématiques. Et ça permettait aux gens, en fonction de leur affinité, d'aller piocher dans les thématiques et en même temps de les personnaliser parce que si on répète la même chose, on savait que ça n'était pas compté. Donc un guide pratique, il est très important. Et probablement ce qui était très important aussi, c'est que pendant la consultation, on a capté l'ensemble des données qui étaient à la consultation. Et ça, il faut le faire absolument parce que le jour J où elle ferme, tout disparaît. Et on a bien été inspiré parce que ça nous a permis, et c'est la troisième session de mon intervention, je vais assez vite parce que le temps presse quand même, mais la troisième partie a été très dense, ça a été l'analyse post-consultation. Et là, pendant l'analyse, il fallait avoir d'abord un bon informaticien hein, parce qu'il fallait capter l'ensemble des données sur le site de la PREF, et puis après pouvoir aussi faire l'analyse quantitative de tout ça. Donc on en a fait l'analyse quantitative par logiciel et par manuel, avec 2 niveaux au fond d'analyse, un très rapide qui nous a permis de faire un retour d'expérience rapide auprès de tous les gens qui s'étaient mobilisés, puisque quand même on a eu plus de 1660 personnes qui ont répondu, et sur les 1660, il y en avait 80 qui étaient contre. Donc, c'était bien de faire un retour d'expérience pour qu'ils le sachent, puisque la préfecture est restée silencieuse, n'a donné aucune réponse. Donc, nous, on s'en est chargé tout de suite dans la presse et auprès des associations ou des habitants. Et puis après, dans un deuxième temps, on a fait une analyse beaucoup plus détaillée, où là, on est rentré dans l'analyse plus fine, aussi bien des contributions que des pièces attachées, de manière à faire une analyse aussi plus qualitative, puisqu'il y avait aussi bien des maires que des associations ou que des individus qui avaient plein de choses à dire. Et donc ça, on a essayé de le restituer dans un rapport qui nous a mis du temps à écrire, mais qu'on a peaufiné. On l'a peaufiné pourquoi? Parce qu'on a voulu ensuite organiser une conférence de presse. On a mis en amont des journalistes au fait de tout ce qui était en cours d'être fait, de manière à ce qu'ils soient là et de manière aussi à ce que les articles sortent en même temps. Parce qu'il s'agissait, de faire connaître donc les chiffres, de faire connaître les résultats, de faire connaître les qualités des observations et aussi de dénoncer comment nos institutions étaient restées silencieuses et en plus avaient falsifié les informations. Donc il y avait beaucoup d'enjeux. Et à ce jour, tous ces enjeux ont été diffusés au Conseil d'État et on ne sait pas encore la réponse parce que c'est le 20 qui aura l'audience. Voilà. Donc tout ça pour dire que on ne sait pas ce que ça donne, mais c'est très intense et ça demande beaucoup d'attention. Et on est donc en retour d'expérience sur du très chaud, puisque c'est lundi prochain que le Conseil d'État examine tout ça. Voilà. Bon, je suis allé un peu vite, mais si vous avez des questions, c'était un retour d'expérience consultation publique. C'est super intéressant. Et alors peut-être moi j'ai une question parce que c'est vrai que quand on voit ça, on se dit mais comment comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous êtes appuyé sur des personnes extérieures au collectif? Est-ce que il y a des nouvelles personnes qui sont venues vous filer un coup de main dans tout ce boulot-là? Est-ce que vous étiez déjà suffisamment formés au sein du collectif pour faire tout ça? Comment est-ce que vous avez fait pour aller aussi loin en fait dans cette analyse-là et dans tout ce suivi de Dans la le collectif, consultation? il y a des gens qui sont formés, oui. Donc, on a des profs, des chercheurs, bon, donc ça aide. On a aussi pas mal de réseaux de chercheurs autour, aussi bien en écologie qu'en sciences économiques, qu'en sciences politiques. Oui, oui, donc on a un réseau sur lequel on peut s'appuyer de scientifiques. Et puis, on a beaucoup d'énergie locale qui ont fait qu'on a pu y travailler de près. Voilà. Mais bon, il y a la partie analyse, il y a la partie aussi informatique. C'est vrai qu'il fallait aussi pouvoir avoir des gens qui. Mais enfin, il y a tout un réseau aussi bien qu'on a construit, quoi. Donc, il y a des gens qui nous ont donné beaucoup de coups de main à différents niveaux.
au moment de la consultation, où nous, on n'avait pas pensé, par exemple, à capter les écrans. Puis c'est quelqu'un extérieur à notre collectif qui nous a dit, ben, moi, je le fais parce que vous allez rien trouver. Mais nous, on était trop dans l'action première pour s'en rendre compte. Et puis, c'est quand elle nous l'a dit qu'on s'est dit, bon, ben, c'est bien qu'elle le fasse, et puis c'est bien qu'en parallèle, on trouve quelqu'un en informatique. Voilà. Après, c'est réseau à réseau. Ok, et il y a Laurent de la Voix et Livre, donc c'est un autre collectif de la coalition Interlutte Route, qui demande, et je vais peut-être élargir un peu sa question, mais c'est quoi l'attitude, enfin, quelle a été l'attitude des élus par rapport à ce travail que vous avez mené justement? L'attitude des élus, ça dépend lesquels. Ce Oui, qu'il y avait d'éclair, c'est que sur la route du Lien, nous, on avait, c'était béni pour nous dans le mémoire, disons, à faire, puisque l'élu principal qui est de la Fosse est totalement pour le lien. Et il a écrit dans son observation qu'il a posté 1 heure avant la clôture, hein. Donc, c'est bien parce qu'on était là à capter les derniers éléments qu'on a pu voir qu'il avait publié ça. Et dans ce qu'il écrit, il écrit carrément qu'il est pour une infrastructure routière pour que puissent se construire des ZAC. Donc, pour nous, dans notre critique, c'était bien de pouvoir capter ce qu'il écrit et pouvoir faire connaître cette position-là. Et on l'a fait connaître à tous les partis politiques. Et c'est aussi ce qu'on fait là maintenant en ce moment avec les législatives. C'est-à-dire, on essaye de pousser notamment le PS, parce que là, on a Mesquida de la Fosse et d'Elga qui sont complètement pour les routes et les autoroutes. Et donc, on essaye à travers ça de pointer ça. Après, il y a des mairies comme Gravel qui portent au Conseil d'État et qui sont contre cette route-là. Mais ça dépend lesquelles. Voilà. Et nous, on a à faire face à Delga, Mesquida de la Fosse. Et est-ce que vous avez l'impression que, parce que en fait, en participant comme ça à la consultation de manière aussi active et puis vraiment en menant une analyse hyper poussée, est-ce que parfois vous avez l'impression de devenir plus expert du sujet que les personnes que vous avez en face de vous qui portent le projet? Enfin, est-ce que ça permet aussi d'avoir une connaissance du sujet très fine? Ah, ça, c'est sûr, oui, Ouais. c'est sûr. C'est sûr que ça permet d'avoir des connaissances. Et depuis le début, on accumule beaucoup, que ça soit sur la consultation ou sur la compréhension des routes et de ce que ça apporte derrière. C'est-à-dire, c'est vrai que là, par exemple, on s'est toujours entouré de chercheurs pour essayer de comprendre ce que ça supposait. Que ce soit Guillaume Faburel là, sur la métropolisation, ça permet de rendre les choses de les problématiser, de ne pas être juste sur notre objet local. Alors, plus expert, plus ou moins, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, on a au moins une problématique. Alors, il y a Alain qui lève la main et il y a une autre question dans le chat, mais je vous propose qu'on demande d'abord à Grégoire de nous raconter son expérience actuelle et puis ce qui va se passer bientôt dans la Manche par rapport aux consultations publiques. Et ensuite, Hélène, si tu peux rester un peu avec nous, on refera un petit temps de questions. Donc, vous pourrez poser des questions à Hélène et à Grégoire à la fin du temps, comme ça, parce qu'il est déjà un petit peu tard. Donc, comme ça, on ne vous garde pas trop longtemps. Merci beaucoup, Hélène. Et Grégoire, si tu es là, je te laisse la parole pour nous expliquer donc ce que vous avez fait dans la Manche. Bonjour à tous. Alors, nous, en fait, la consultation publique, c'est quelque chose qu'on a obtenu et qu'on va bientôt avoir. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des pièges. C'est-à-dire qu'au début, nous, on a un projet qui est déjà ancien et d'un seul coup, tout s'est accéléré. Et alors que c'était en train de s'accélérer, quand on allait vers les élus, ils repoussaient toujours nos arguments. Ah, vous allez voir à la concertation, vous allez voir à l'enquête publique. Ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui utilisait le mot tout à l'heure, c'était vraiment la technique de l'endormissement. Et donc, nous, à partir de là, on avait très peu de moyens, on avait très peu de temps disponible et on avait très peu de temps pour agir parce que eux avançaient vraiment très vite, style rouleau compresseur. Donc, comme on avait très peu de moyens, on a demandé on a fait appel à la Commission nationale du débat public qui devrait a priori se lancer. On n'a pas pu la saisir directement. On a demandé à tout un tas de
de personnes qui avaient cette compétence de le faire, des maires, le préfet, les présidents d'agglomération. Et comme ça bougeait, en fait, le conseil départemental, qui est le maître d'ouvrage, va lancer une concertation sur l'ensemble du département, sur toutes les mobilités. Alors qu'au début, il s'agissait juste d'un projet routier. Voilà, donc d'un seul coup, ça arrive très gros. Et on est prévenu en toute dernière minute, voilà, et encore parce qu'on est allé chercher l'info. Pour l'instant, elle n'a pas filtré hors, à part vers nous, du conseil départemental. Et donc, enfin, donc, il va y avoir cette concertation, et puis on se rend compte qu'en fait, c'est plein de pièges. D'abord, en fait, il faut voir que les arguments qui sont en face de nous, c'est des arguments qui sont très faciles, que tout le monde connaît et qu'on comprend immédiatement. C'est développement économique, désenclavement, gagner du temps, voilà. Et qu'en fait, eux, ils ont un tapis devant eux, ils vont pouvoir dérouler. Et que cette concertation publique, elle peut vraiment se retourner contre nous parce qu'elle risque de donner un côté de légitimité démocratique à leur projet, alors qu'avant, ils faisaient tout ça en sous-marin. Et donc, c'est très piégeant, et eux, ils ont un argumentaire qui est très facile. Et donc, nous, on va essayer en fait de peser sur comment ils vont mettre en place cette concertation. Parce que dans les conditions même de cette concertation, tout va se jouer. Si on les laisse mettre en place cette concertation comme eux le veulent, eh bien, nous, on va se faire laminer. Voilà. Et donc, parce que ce serait une concertation courte, où eux auront des arguments chocs, alors qu'à côté, les arguments écologiques ou autres demandent vraiment à être travaillés et prennent du temps. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille sur… là, on fait pression pour pouvoir discuter avec eux comment cette concertation va se mettre en place, vraiment sur ces conditions-là. Et donc là, je réfléchis en fait à ce qui s'est déjà fait, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Et là, en fait, c'est à la fois un super exemple d'un côté et des super contre-exemples, je trouve. D'abord, elle a montré quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que en fait, c'est 150 personnes, il me semble, prises au hasard, donc complètement représentatives de la population et qui prennent des décisions que l'on considère très en avance par rapport à ce que la population globale peut accepter. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que eux, qui sont des personnes lambda, prennent des décisions qui sont considérées comme radicales, entre guillemets, même si le 110 sur l'autoroute n'est pas forcément. Voilà. Ben, c'est d'abord qu'eux, ils ont eu du temps. Ils ont travaillé pendant 1 an. Ensuite, ils ont été informés, c'est-à-dire il y a eu plein de spécialistes qui sont venus, qui leur ont expliqué les enjeux et ils ont pu échanger avec eux. Donc, être informé, c'est vraiment important. Et il faut voir que toutes les propositions non démocratiques, entre guillemets, qu'ils ont proposées, non acceptées, eh bien, elles ont été prises avec des taux de participation et d'acceptation super importants. C'est des 90-95% d'acceptation de ces propositions. Donc, ils ont eu du temps de réflexion, ils ont été formés. Et l'autre chose aussi, et ça, c'est la promesse de Macron, mais qui a été trahie, c'est qu'eux, ils avaient au début l'assurance que leurs propositions allaient être acceptées et portées ensuite devant la loi. Et c'est là que ça a été trahi. Voilà. Donc, nous, on va essayer de peser sur les conditions de cette concertation en tenant compte de ça. Il faut du temps pour que les gens soient informés, fassent leur opinion, qui ne soit pas juste une opinion de table de comptoir. Il faut du temps pour ça. Il faut que les gens soient formés. Et l'autre chose, c'est qu'on va peser pour que les propositions qui peuvent sortir de cette concertation soient véritablement engageantes et que ce ne soit pas une consultation consultative, mais qui puisse être décisionnaire. Parce que sinon, les gens, je pense que les gens en ont assez de ne pas être en fait juste écoutés et puis après on balance leur opinion. Et donc, c'est vraiment les 3 choses qu'on va essayer d'obtenir lors de cette concertation. Et ça va être décidé pendant la prochaine réunion du conseil départemental.
Et donc, on fait appel à toutes les associations qu'on connaît pour envoyer des mails. On a un listing de tous les mails des conseillers départementaux pour que fassent pression et donnent de la voix pour la mise en place des conditions de cette concertation. Voilà. Et voilà, parce qu'il y a vraiment le risque, c'est que ça prenne un vernis démocratique et que, voilà, parce que leurs arguments sont trop faciles. Voilà. Donc, c'est vraiment à double tranchant, ces concertations publiques. Voilà. Merci beaucoup Grégoire. Et oui, c'est vrai qu'on voit bien du coup l'importance en fait de se mobiliser autour de ces étapes-là, qui en fait parfois aussi, alors là quand vous êtes des collectifs qui sont constitués depuis longtemps, qui avaient une certaine expérience de la lutte, etc. Mais il y a aussi parfois des phases de consultation, de concertation, d'enquête publique, bon, toutes sortes d'appels un peu démocratiques, enfin comme tu dis, qui permettent de mettre un vernis démocratique ou qui sont des procédures juste légales en fait qui peuvent arriver très tôt. Quand il n'y a pas encore de collectif, et c'est important d'être un peu, enfin voilà, de faire aussi un peu une veille sur les territoires autour de ces différentes enquêtes publiques, et c'est important aussi de pouvoir partager des expériences et des bonnes pratiques, et c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Donc comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on mettra plein de ressources hein, avec le replay du webinaire, et n'hésitez pas, si vous voulez, là dans le chat et tout, à échanger vos contacts, si vous trouvez ça intéressant ce qui a été dit par un collectif, voilà, si vous avez envie de discuter ensemble après. Alors, il est 20h50, donc je vois qu'il y a Alain qui lève la main depuis tout à l'heure, donc je vais te laisser la parole, Alain. Si vous avez des questions sur les consultations ou sur les parties d'avant, pareil, n'hésitez pas à soit les noter dans le chat. Alors, il y a eu plusieurs questions qui ont été notées aussi dans le chat. Il y avait plusieurs questions notamment qui étaient adressées à Hélène. Et puis, pareil, là, je pense que la deuxième, celle de Élodie, elle pourrait être posée à Grégoire et Hélène. Donc, vous pouvez jeter un petit coup d'œil au chat pour préparer vos réponses. Et en attendant, je laisse la parole à Alain. Donc, au départ, c'était pour répondre à ta question sur l'expertise, mais du coup, j'ai plusieurs choses à dire en plus. Ça ira vite. Donc, sur l'expertise, clairement, c'est vrai dans tous les collectifs qui se battent dans tous les domaines, on arrive à une expertise collective qui va très au-delà de l'expertise de chaque spécialiste, parce que chaque spécialiste, il fonctionne en silo. Alors que quand on fonctionne collectivement, on a une vue d'ensemble. Ça se voit partout. Hein. C'était pour répondre. Après, alors j'adhère largement à ce que dit Grégoire, à un truc près, ça ne peut pas être à des experts d'être décisionnaires. C'est aux politiques de décider en s'appuyant sur les expertises, mais surtout pas, c'est un truc qu'on entend quelquefois, il faudrait que ce soit les experts qui décident, alors là c'est non. C'est une horreur ça. Il faut l'oublier. Alors, après, sur justement ce que tu disais par rapport à la façon dont va être menée la concertation, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que l'opinion, il la fabrique sur des affirmations. S'il n'y a pas l'autoroute Castres-Toulouse, Castres va crever, alors que tout prouve le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des zones très dynamiques, ça marche très bien. Et Toulouse ne crève pas parce que Castres n'a pas sa liaison avec. Donc, ce qu'il faut, c'est aborder les choses autrement, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait avec d'ailleurs une interview qu'on a fait. On va faire une série d'interviews d'industriels, de choses comme ça. On en a fait une première. Il faut demander aux gens, à vous, qu'est-ce que ça va vous apporter l'autoroute? Parce que si tu dis aux gens, voilà, est-ce qu'il faut une autoroute? Ils disent, ouais, parce qu'ils s'appuient sur ce qu'on leur a mis dans la tête. Si tu leur dis, et vous est-ce que vous allez la prendre? Alors bon, la plupart des gens, chez nous en plus, elle est payante, ils disent, non, je ne la prendrai jamais. Bon, ben alors, voilà. Et faut personnaliser, au contraire de ce qu'ils font, d'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Carrément, merci pour cet ajout, Alain, c'est super intéressant. Et donc, il y avait des questions. Alors, pareil, alors, il y a une question qui, je pense, relève plutôt du juridique sur la saisine du Conseil d'État, mais bon, à laquelle éventuellement, Hélène, si tu veux, tu peux quand même répondre. Et une autre je pense, qui est plutôt, enfin voilà, il y avait Catherine qui demandait, est-ce qu'il faut monter une grosse mobilisation sur le terrain au moment de l'étape Conseil d'État, si étape Conseil d'État il y a, et peut-être si oui, comment, et peut-être vous, alors là, vous n'êtes pas trop dans cette configuration-là, comme ça arrive rapidement, mais comment vous envisagez, vous, effectivement, de construire, de poursuivre la mobilisation autour de cette étape?
étape-là du Conseil d'État? Alors, de notre côté, je peux dire par rapport aux questions posées là sur le Conseil d'État, c'est pas directement nous, mais c'est une mairie qui se pose au Conseil d'État. Et nous, en fait, on s'est emparé de ça parce que c'était central d'avoir non seulement la mairie, mais aussi des collectifs. Et donc, effectivement, c'est bien la mobilisation autour d'une plainte au Conseil d'État et de la position du département qu'on conteste à travers la consultation publique qui a été lancée. Donc, après, il y avait une autre question. Donc, c'est pas nous qui saisissons les tribunaux, mais par contre, on le fait en parallèle. Et oui, les politiques avec nous, les politiques, eh bien, c'est euh, Europe Écologie Les Verts, LFI, nous sommes Ensemble 34, toutes les partis politiques, mais surtout les associations, hein, toutes les associations environnementales et aussi de solidarité. Voilà. Donc là, je crois que j'ai répondu aux questions qui étaient dans le chat de mon côté. Oui, alors il y a une question, enfin il y a une remarque là que je vais peut-être lier avec la question qui avait été posée par Elodie, donc de Green Voice, qui demandait si vous aviez pu noter une participation augmentée à la consultation après avoir sollicité, enfin et de quelle manière vous avez pu solliciter vos réseaux à participer à cette consultation. Et il y a Joël qui précise que lors d'une consultation publique dans le cadre de la lutte contre le contournement ouest de Nîmes, nous avions envoyé une réponse type à nos adhérents. Une centaine d'entre eux l'ont copié-collé. Et donc, ça n'a été comptabilisé comme un seul avis contre le projet au lieu de 100. Donc, comment mobiliser les gens autour de ces consultations tout en leur donnant peut-être des éléments différents pour que leur contribution elle soit prise en compte. Ouais. Effectivement, c'est pour ça qu'on a fait une pioche et qu'on avait marqué en gros, surtout ne faites pas de copier-coller, parce que ça, on savait que sinon, ça n'était pas du tout compté. Et donc, on a donné les arguments pour, donné les arguments contre, et en demandant de personnaliser. Et ça a marché. Et effectivement, chaque fois qu'on faisait une relance, chaque fois, les gens ont participé. Et il y a eu beaucoup de mobilisation suite à notre newsletter et à Facebook et à tout ce qu'on faisait. Donc oui, c'était clé de préparer. Et là, ce que disait tout à l'heure l'autre personne, Grégoire, effectivement, l'information, elle est clé. Simplement, parfois, on n'a pas 2 ans pour la préparer, ni même 1 an. Là, on avait 1 mois, il fallait aller très vite. Donc, il fallait travailler en réseau avec les gens qui connaissaient et mettre à disposition ces informations pour que les gens puissent s'en saisir. Et les gens ne sont pas bêtes et ils savent très bien faire personnaliser, et les réponses ont été très bien faites, en fait, hein. Donc, quand on a eu 80% de contre, c'est 80% de contre très argumentés, hein. Dont certaines de plusieurs pages. Franchement, bravo à tous ceux qui ont répondu parce que c'est pas du tout simple à répondre. Voilà, donc ça se fait. L'information, les gens ont le niveau pour y répondre et le font très facilement. Ok, et ben, on va bientôt clôturer ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a un ou une intervenante qui a envie de faire un petit mot de la fin. Si oui, je vous laisse me le signaler. Sinon, bon, moi, je trouve ça super. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. C'était super intéressant. Quelque chose que je retiens, moi, c'est que ces différents outils de mobilisation et temps de mobilisation, du coup, comme les consultations publiques, ça permet vraiment d'informer, mais de manière différente, d'informer sur les raisons de votre mobilisation, d'informer sur les raisons de l'opposition au projet, d'informer sur les liens aussi entre le projet contre lequel vous vous battez et puis d'autres projets, d'informer sur la manière dont il est construit, et par l'information justement au grand public ou à des publics plus ciblés, plus spécifiques, ça permet quand même de faire monter en puissance vos mobilisations. Donc, n'hésitez pas à participer aux consultations quand elles ont lieu, à les initier comme ça a été fait dans la Manche en faisant pression, et puis à vous saisir des pétitions et des tribunes comme des outils importants. Est-ce que parmi les intervenantes, peut-être quelqu'un de Green Voice ou quelqu'un d'un collectif ou Victor veut rajouter quelque chose, donner un mot de conclusion?
Je veux bien ajouter un petit mot, je ne sais pas si Vas-y. pas forcément de conclusion, mais dire pour la suite, on est disponible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. J'avais mis l'adresse, c'est contact@greenvoice.fr. En amont du lancement de vos pétitions, on peut vous conseiller. Mais voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir le pouvoir citoyen en action sur ces différents fronts et d'avoir des outils qui vont vous soutenir un peu dans votre quotidien, que ce soit la pétition, la tribune. Je crois que c'est Alain qui a dit ça, hein, ça se gagne dans la durée avec différentes actions qui vont être complémentaires. Donc, il y a plein de choses à faire. Donc, à dispo et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, on vous mettra, hein, ça a été dit plusieurs fois, mais toutes les ressources qui ont été données dans le chat, les contacts, etc., sur la page sur laquelle il y aura le replay du webinaire. Et si vous vous êtes inscrit via Green Voice, vous recevrez aussi un mail avec ce replay et avec les différentes ressources. Et il y a Victor aussi. Alain, j'ai vu que tu levais la main, mais on va peut-être clôturer avec les intervenants. Voilà, sauf si c'est très rapide. Attends, on t'entend pas. Vas-y. Je voulais juste, je l'ai évoqué, j'ai dit qu'on avait écrit des lettres. C'est important d'écrire aux élus tout en sachant que ce n'est pas ça qui emporte la décision. Par contre, c'est un bon moyen de communiquer à la presse. C'est-à-dire que si on dit qu'on a écrit au président de la République, je vous assure que moi j'ai écrit, enfin c'est moi qui ai fait le plus gros des lettres. J'avais commencé par écrire au ministre à l'époque, à Djebari et Pompili. Quand il y a eu la candidature de Macron, je lui ai écrit en tant que candidat, enfin je lui ai écrit au nom de LVEL, bien sûr. À chaque fois, ça permet de l'évoquer et de le communiquer à la presse. Et d'ailleurs, c'est passé effectivement dans la presse. Et on le fait savoir, ça permet de faire une campagne. Voilà. D'autre part, quand on écrit, il faut d'abord, si on écrit, il ne faut pas dire, voilà, je suis en colère, je ne suis pas content après vous parce que vous ne faites pas ce que je veux. Il faut envoyer une lettre argumentée. Il ne faut pas se faire plaisir en dénonçant. Il faut dire, voilà, pour telle et telle raison, votre route, ce n'est pas possible. Et avec tous les arguments, bien sûr. Là, ce n'est pas comme une pétition. Il faut mettre les pages qu'il faut. C'est tout. Ouais, et ben oui, c'est ça, hein, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure et ce qui a été souligné à nouveau par JB, là, que c'est des combats qui sont longs et qu'il faut se saisir de toutes les opportunités pour communiquer à la presse, pour communiquer aux personnes qui vous suivent, et voilà, et ne pas hésiter à faire de toutes ce qui peut paraître comme une petite action d'envoyer une lettre ou quoi, en fait, d'en faire des vrais temps de mobilisation. Bon, alors pareil, sur les pétitions, etc., ou sur les consultations. Et Victor, je te laisse peut-être le mot de la presque fin. Allez, le mot de la presque fin. Non, mais juste pour vous dire qu'avec Terre de Lutte, on peut être aussi dispo et n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse que je mets là, contact@terredelutte.fr. Si jamais vous avez des questions sur les médias, sur les tribunes ou sur de la communication en général, nous, on a aussi un peu de temps à dédier à soutenir de la com. On le fait pour quelques collectifs, donc n'hésitez surtout pas. Et aussi, on a une newsletter qu'on envoie à pas mal de monde à propos de l'actu des luttes et de plein de besoins. Pareil, si vous avez une consultation ou besoin d'aide sur une pétition de relais, etc., n'hésitez pas à nous dire et nous, on se fera un plaisir de la relayer, vraiment pour essayer aussi que ça ait un peu plus d'écho. Et je voulais juste dire un dernier mot parce qu'en ce moment, c'est les législatives et que si on parle d'interpellation en ligne, il y a peut-être un truc à jouer sur le fait d'interpeller vos candidats et le fait qu'ils parlent des projets polluants sur votre territoire et des choses à faire contre. Donc, n'hésitez pas. Nous, on avait produit avec agir.terredelutte.fr où il y a les contacts des députés et des candidats. Et vous pouvez vous en servir pour les interpeller directement si jamais ça vous paraît utile en cette fin de campagne. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et merci. Merci à toutes et tous et on mettra aussi avec le lien du replay les contacts, enfin en tout cas les pages des différents collectifs qui sont intervenus pour nous parler de tout ce que vous faites et des différentes manières peut-être de vous soutenir et de rallier de nouvelles personnes à vos luttes. Merci à toutes et tous. Bonne soirée.